Aujourd'hui, je vais vous partager ma seule philosophie de vie. C'est mon truc. Quand je vais mal, quand je suis tout croche, quand je suis anxieux, si je fais ces 3 choses-là, ça me détend. C'est très, très simple. C'est ball, recognize, don't hate. C'est super simple, je le traduis. Ball, c'est l'expression que les sportifs américains utilisent. Ball, c'est juste quand t'es tellement dans la zone que t'es bon, tu balles. Je pense que dans la vie, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu entreprends, fais-le au maximum de tes capacités. Si tu travailles chez Subway, fais les meilleurs tabarnak de sandwich, défonce-toi. C'est souvent, c'est pas ce que tu... Dans la vie, je crois que c'est pas important ce que tu fais, c'est te faire à croire que ce que tu fais, c'est important. C'est ça, l'illusion que tu dois te faire pour passer au travail, te sentir un peu mieux. Peu importe, mettons, tu as une relation amoureuse, balle ta relation amoureuse. Sois là pour l'autre. Mets ta bouche partout. Écoute. Et pas d'autres relations sur le side. Juste balle au maximum. L'autre truc, c'est de pas hate. Pas détester. La pire affaire que tu peux faire, c'est compter des ragots, détester, te comparer, faire « si le monde est poche à part moi, le monde ne me reconnaisse pas. » Ça, c'est un cancer. Puis ce qui est malheureux avec ça, c'est comme une drogue parce que haïr, c'est tellement agréable. Haïr, là, c'est plus le fun que l'amour oral. Haïr, on se sent bien. Par contre, comme toutes les choses où on se sent bien rapidement, ça rentre dans notre système, puis c'est pas bon. Puis t'évolues pas. Tout ce que tu fais, c'est haïr, puis être immobile, puis être étrange, te taper ses nerfs, puis éventuellement, c'est toi que t'haïs, puis tu veux pas ça. Et le troisième truc, je pense que c'est le truc essentiel, c'est le plus important, recognize. Il faut que tu reconnaisses la beauté, le talent des autres et toi-même. Mais la première étape, c'est reconnaître le talent autour de toi, reconnaître à quel point les autres sont géniaux, reconnaître la beauté, reconnaître la chance que tu as, reconnaître que tu as des gens super jolis autour de toi, super intéressants. Et éventuellement, si tu reconnais les autres, tu vas commencer à te reconnaître. Parce qu'un truc que je fais souvent, c'est que moi, je suis extrêmement égocentrique et narcissique. Quand tu complimentes les autres, tu vois que dans les compliments que tu fais aux autres, ben tu fais hey, moi aussi je suis généreux. Ah, moi aussi je suis gentil. Ah, moi aussi j'ai tel talent. Fait que c'est un secret pour commencer. Moi, c'est mon secret pour m'aimer. Je dois commencer à aimer les autres. Puis en aimant les autres, je me sens mieux, je me sens plus léger. Puis je m'aime. Donc ça, c'est le truc que je disais quand j'avais 20 ans. Puis j'allais pas bien. Puis que je me répète quand ça va pas bien. Ball, recognize, don't hate. Fait que voici ma philosophie à 30 sous. Tadam! Merci Guillaume, merci d'être là. Plaisir, man. Commençons par le début. C'est quoi ton nom? Puis tu es né en quelle année et où? C'est la base, hein? Tu commences avec la base solide. Guillaume Wagner, mon nom. J'ai grandi au Lac-Beauport à Québec, qui est une petite banlieue bourgeoise. Cool! Ouais, né en 1983. Ouais. Cool. Qui sont tes parents? Mes parents, en fait, ma mère... c'est comme sont assez différents. Ma mère, comme une espèce de réservée, timide, qui a fait 40 ans la même job. Genre. Ah, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait dans une caisse populaire, a fait tout dans une caisse populaire, mais genre la même caisse populaire pendant 40 ans. Puis mon père a fait tous les jobs possibles et inimaginables parce qu'il supportait pas l'autorité, un peu comme moi. Fait que j'ai les deux côtés. Je suis comme réservé, mais en même temps, je supporte pas l'autorité. Puis, une des jobs à ton père, si je me souviens bien, ce sont tes spectacles, c'est qu'il était chauffeur d'autobus pour des enfants handicapés. Cool, comme job, écoute, il a fait acupuncteur, il a fait hygiéniste dentaire, il a fait tous les jobs qui existent. Là. C'était un hustler. Wow! Il se prenait avec ses boss? Tout le temps. Hey! Tout le temps. Mais tu sais, c'était comme... Tu sais, quand il se faisait donner de la marde ou qu'il réalisait que, tu sais, bon, il payait pour les erreurs des autres. Puis tu sais, ce qui est ça, une job, on s'entend, là, je veux dire, c'est ça la définition d'avoir une job. Lui, il supportait pas ça, les injustices, puis tu sais, il supportait pas ça. Fait que, mais c'est comme, faut que tu supportes ça. Avoir une job, c'est juste te faire écraser jusqu'à temps que t'abdiques puis t'ailles à la retraite. C'est ça, le concept, tu sais. Pour vrai, c'est ça qui est weird, c'est que ma mère aussi le catché, ça. Comme, après 40 ans, à un moment donné, elle fait comme, bon, ben moi, je vais quitter, puis ça, puis comme, aucun remerciement, pas de cadeau, rien. C'est juste, ben, des câlisses. C'est ta retraite, va-t'en. Puis il y en a un nouveau qui va arriver, tu sais. Ouais. Wow! Ouais, c'est fascinant.
Puis c'était comment grandir où t'es grandi? C'était quoi ta jeunesse? Qu'est-ce que tu faisais? Ben c'est ça, comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans une banlieue bourgeoise et on n'était pas bourgeois, on n'avait pas nécessairement full d'argent parce que mon père était pas stable, C'est justement. la pire affaire. Ouais, c'est vraiment la pire Moi, je suis affaire. l'inverse de toi. Moi, j'étais un bourgeois chez les pauvres. Ah ouais, t'es grandi où, toi? Petite patrie. Ah ouais. J'étais la petite patrie avant que ça explose. OK. Puis t'avais une famille aisée? Mon père est assez aisé parce que c'est un gars qui travaille pour l'État et très, 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 très jeune, il a acheté des blocs appartements. OK, fait qu'il a bien fait ça. Ouais. Il était Il wise. était power baby boomer. Il s'est dit, il y a un boom, on va sauter dessus. Ah ouais, c'est intéressant. Avec toi, t'as vécu l'inverse. Mais l'inverse doit être aussi chiant un peu parce que... Non? OK. c'est toi qui as les bons jouets. Oui, et c'est- les jeunes qui viennent. Oui, ça s'est bien passé. OK. Ouais, moi, pas tant, je te dirais. Je pense que cette rage-là m'anime encore. C'était comment? Ben, tu sais, je veux dire, mettons... mais tu sais, t'es un enfant, tu comprends pas trop ces codes-là. Tu sais, moi, tu sais, on me donne un vélo, je suis content, j'ai un vélo. Fait que je vais faire du vélo. Fait que là, tu vas faire du vélo avec tes amis, puis ils sont comme, qui est vraiment mauvais ton vélo, faut que tu aies telle marque de vélo, puis il n'y a pas de choc sur ton vélo. Puis je suis comme, je sais même pas c'est quoi des chocs, je sais même pas c'est quoi les marques de vélo. Fait que là, tu sais, déjà, je sentais qu'on me mettait un peu à part. Tu sais, mes parents n'avaient pas un char cool, tu sais, on n'était pas, j'avais jamais les affaires à la mode ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, je suis même pas au courant de qu'est-ce qui est à la mode ou pas, tu sais. Fait que j'étais un petit peu à l'écart à cause de ça. Tu sais, nous autres, c'est Beauport, c'est beaucoup des pentes de ski. Moi, j'en faisais pas. On n'avait pas assez d'argent pour ça. Fait que là, déjà là, t'étais pas dans la gang, mettons. C'est là. pas parce que t'étais exclu de plein d'activités parce que t'avais pas les moyens de suivre ta gang. Ouais, mais en même temps, je veux pas être trop négatif là-dessus parce que moi, finalement, ça a vraiment développé mon imaginaire parce qu'on n'avait rien. Oui, moi, je m'en allais tout seul dans le bois avec mes idées. Je m'inventais des jeux avec mes frères et sœurs puis tout ça. Fait que, Donc, Catherine me disait ça parce que Catherine Levac est née dans un champ. Ouais. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était regarder les chats puants puis inventer des histoires. Parce que c'était plate. Non, mais c'est clair que c'est ça, là. Moi, c'était ça, là. C'était carrément ça. J'allais dans les champs tout seul, puis je m'inventais des histoires dans ma tête, puis ouais, c'est ça, je m'inventais des personnages, puis tout ça, ouais. Ah, cool. Ouais. Qu'est-ce qui faisait triper quand t'étais petit? Mettons de 8 à 15 ans, qu'est-ce que tu regardais ou t'écoutais qui faisait vraiment, vraiment triper, que ce soit humour ou autre chose? Ouais, moi, c'était la lutte, là. Ah ouais? Ah ouais, la lutte. OK, c'était qui le lutteur de l'époque? Écoute, mais ça, d'ailleurs, j'aimerais vraiment le recevoir à mon podcast. Connais-tu Rick Martel? Malheureusement, non. Non, ça, c'était écœurant. Va voir ça. Je t'écoute, c'est qui, Rick Martel? De son vrai nom, Richard Vigneault. Qui est extraordinaire. Richard Vigneault, mais c'est ça, il luttait pour la WWF à l'époque, puis il était dans un tag team avec un autre dude, puis à un moment donné, il est viré heel, là, méchant, là. Et lui, il était un top modèle. Fait qu'il était... C'était un top modèle, puis il y avait un parfum qui s'appelait Arrogance, puis là, il se poussait du parfum dans la face de ses adversaires pour les aveugler, puis après ça, Mais c'est ce qui est cool de la lutte, c'est que c'est toujours les beaux gars qui sont méchants. Je me rappelle, c'est plus vrai, t'es hein? beau, plus t'es méchant. Triple H, je me rappelle, il était détesté. C'était pas tard. Puis si t'as une espèce de look un peu étrange, même au début de Rock, il était censé être méchant. Non, il était supposé être gentil, mais ça n'a pas marché. Ah non, ça n'a pas marché, puis il est devenu... Il est devenu un peu plus heel parce que... Ouais, mais lui, une histoire intéressante quand même. Lui, la première fois qu'il a lutté, c'était au Madison Square Garden. Wow. Il s'est fait huer. Personne le connaissait, mais il s'est fait huer parce qu'il arrivait, il avait des petits cheveux genre curly, il avait un petit look clean, puis il était comme « Hey, salut tout le monde! » Puis bouh! Si tu te fais huer au Madison Square Garden, ça se peut que ça aille mal pour le restant de ta carrière, mais finalement, il a viré heel, puis là, ça a comme décollé sa carrière. Les gens qui trippent sur la lutte m'ont expliqué que un des plus gros... grosses qualités plutôt de The Rock, c'est au micro. Au micro, il était incroyable. Ouais. Peu importe les lignes que tu y feedais, ça allait bien. Là. Ben oui, mais ça, c'est parce qu'il était heel. Fait que dans ce temps-là, on dirait que t'as plus de liberté, mais tu sais, être gentil, c'est plus limité quand même, ce que tu peux faire. Tu sais, tu peux agiter la foule comme aimez-moi. Mais Hitchcock, il disait, moi, quand je fais un film, je mets bien plus d'attention sur mon méchant. C'est le méchant qui pousse le film. Là. C'est ça. La bonne femme qui a peur de se faire poignarder, il y a moins de jus. Non, les bonnes personnes n'ont pas d'histoire, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est que, tu sais, c'est comme, on va parler des heels, c'est bien plus intéressant. Puis je trouve que moi, c'est vrai à la lutte, mais c'est vrai dans n'importe quoi. Tu sais, c'est vrai en humour aussi, là. On n'est pas nécessairement full des bonnes personnes tant que ça, là. Tu sais, c'est comme on a beaucoup de, il y a beaucoup de crasse à l'intérieur, beaucoup de dark. Oh, tant mieux. Puis c'est ça qu'on ressort, c'est avec ça qu'on fait de l'humour, là. Tu sais, les super bonnes personnes qui feraient de l'humour, je sais pas de quoi ils parleraient, là. Ouais, mais je sais pas si c'est comme moi, mais moi, c'est toujours quand je suis en colère ou je suis en colère que j'écris. Je fais jamais écrire sur « Hey, c'est cool quand il fait beau ». Non, c'est ça. C'est pas ennuyant de créer les bons sentiments. Mais ouais, mais ça, c'est bizarre que tu dises ça quand même, parce que moi, ça a toujours été ça, mon moteur.
Puis là, j'ai un enfant maintenant, puis tu sais, c'est comme, il m'apporte tellement de joie, tellement de bonheur. Puis tu sais, aussi, il y a puis j'en parle dans mon spectacle, mais c'est comme, on a un manque d'amour à combler, là, les humoristes. Là, Moi, je suis convaincu que oui. On a clairement ça. Puis je veux dire, moi, maintenant, je me fais feeder ça à tous les jours, là, comme il comble mon manque d'amour. Puis là, je suis comme, hey man, j'ai plus besoin du public, là, j'ai plus besoin de manière malsaine. Et moi, en plus, je fais n'importe quoi là, à cet enfant-là, puis il capote, il c'est le meilleur public. Maison, c'est le meilleur public. J'ai un méga fan à la maison, là, puis le public normal maintenant, on dirait, il m'intéresse moins. Mais ouais, mais c'est comme, mais ouais, ça prend une espèce de petit côté. Je dirais pas malsain, mais oui, un peu malsain là, pour être humoriste, pour vouloir avoir l'admiration de centaines de personnes. C'est fucké. Là. Par rapport à moi, là, c'est une petite nuance. Je crois que pour le faire de l'art en général, tu as un côté malsain. Tu sais que c'est pas super, puis c'est une manière de le régler, ou du moins tu te dis, si sur scène, ou si en cinéma, ou si en musique, je peux jouer là-dessus, le reste de ma vie, je peux être tranquille. Moi, ouais. Mais je pense que le mot régler est pas bon parce que tu règles jamais rien. Là. Je pense pas que c'est jamais arrivé que quelqu'un a fait comme hey, je me suis lancé en humour, j'ai fait un spectacle, ça a tout réglé. Maintenant, je retourne à ma vie. Super! On est toujours en quête d'essayer de. Non, mais ouais, on se fait à croire qu'on va régler quelque chose. Mais tu sais, normal. Je pense qu'Adib a un bit là-dessus, puis moi aussi, j'en jasais à un moment donné. Comme si tu penses que c'est une bonne thérapie, la scène, là, t'es vraiment dans le champ, là, tu sais. Je vais vous donner mes problèmes avec un angle qui m'avantage. Vous allez m'applaudir, puis moi, je vais me sentir bien. Moi, c'était mon problème en thérapie. C'est ce que je faisais avec ma thérapeute. Ah ouais, hein? Je mettais tout à mon avantage. C'était toujours la faute des autres, puis moi, j'étais une pauvre victime. Et là, après quelques mois, elle me dit, c'est pas ça une thérapie. Tu peux pas juste venir inventer ta vie. Puis... c'est pas tout le monde qui fait ça en thérapie? Il semblerait que non. Il paraît qu'il y a des gens qui sont vraiment ouverts en thérapie. Écoute, moi, je connais du monde là, qui me disent, je suis en thérapie, j'essaie de régler les affaires. Puis là, après ça, des fois, ils te lancent des bribes. Mon thérapeute me dit ça. Puis t'es comme, oh mon Dieu, mais ce thérapeute-là est en train de se faire avoir. Tu dis pas toute la vérité. Un des thèmes dans Les Sopranos, c'est, je sais pas si c'est un peu comme la série, c'est l'histoire d'un gangster qui va voir un thérapeute. Il y a un des thèmes, c'est cette femme-là, elle aide un psychopathe. Ouais. Elle aide un psychopathe à continuer à être psychopathe parce qu'elle fait c'est pas ta faute, ta mère t'a jamais aimé. Ouais. Fait que tu peux tuer des associés, puis tu peux battre un joueur compulsif, y a pas de problème. C'est génial à ce niveau-là. Puis puis c'est ça, lui, puis c'est un exutoire aussi. Tu sais, comme bon, j'ai fait de la crap pendant ma semaine, là, j'arrive, je déballe ça. C'est très catholique finalement quand tu y penses. Tu sais, les catholiques, c'est comme tu fais bien de la crap, tu demandes pardon, puis après ça, tu t'en vas au paradis, c'est cool. Je connais pas l'histoire de la psychothérapie, mais c'est pas vraiment volé du confessionnal, la psychothérapie? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est pas mal ça. Pas mal, tu t'assois avec quelqu'un. Ouais, je sais pas d'où c'est parti la psychothérapie. Je connais un peu l'histoire de la psychanalyse. Ça, c'est intéressant quand même. Okay. C'est Freud là, qui a mis ça au point. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler de Michel Onfray. Il a écrit un livre sur Freud. Oui, il déboulonne un peu. Ouais, il déboulonne un peu. Il y a des affaires là-dedans. C'est incroyable. Lui, il a fait des tests avec de la coke. Là, tout le monde était sa poudre. Puis il essayait de régler les affaires avec ça. Mais finalement, ça a été un échec monumental. Puis là, il a comme falsifié les rapports. Il voulait pas... Il a fait bien des affaires comme qui se faisaient pas. Puis à l'époque, c'était moins checké. Ouais, j'imagine que c'était moins checké. Mais tu sais, comme toutes les affaires du complexe d'Oedipe puis tout ça, c'était comme pas mal plus par rapport à lui que par rapport à nous tous. Tu sais, il a appliqué ses problèmes personnels à tout le monde, Freud. Moi, c'est ce que je fais toujours avec mes amis. Si je dis, je prends mes problèmes, je fais toi ça, toi aussi. Toi aussi, ton vrai problème, c'est que t'es pas capable d'avoir des bons rapports avec les femmes. Je fais que ça aussi. Mais c'est normal aussi, c'est ce qu'on connaît, là. C'est notre expérience personnelle. Mais ça, c'est drôle aussi en humour, on fait ça. T'sais, on arrive sur scène avec comme, tu sais, voici un de mes dark side. Puis si ça fonctionne, tu te sens bien. Si ça fonctionne pas, tu te sens vraiment comme un tas de merde. C'était juste moi. C'est juste moi qui ai des problèmes. OK. T'aimes-tu ça casser du matériel? Ou tu préfères faire du rodé ou tu t'en fous? Écoute, de plus en plus, j'ai de la misère. OK. Ouais. Mais j'ai eu une run, tu sais, comme ce spectacle-là que je fais en ce moment. Pendant 3 ans, j'ai fait 1 heure de nouveau matériel. Puis là, j'avais comme une espèce de rythme de... Tu sais, j'avais un beat, là, un rythme de croisière, là, vraiment, où que je rodais beaucoup, je cassais beaucoup de stock, puis c'était plus grave, tu sais. Mm-hmm. Et là, j'ai arrêté pendant un moment pour fignoler ce show-là. Et là, je recommence à tester du matériel et je suis plus terrifié qu'à mes débuts, là. C'est vraiment fucked up. Ben, pour en avoir parlé à certaines personnes, parce que moi, je fais du stand-up, mais personne me connaît, avec je peux juste me planter. Ouais. Mais ce qu'on m'expliquait avec des gens qui sont un peu plus connus, c'est que il paraît qu'il y a une peur de décevoir. C'est c'est Guillaume, il est bon. Puis tu vois, mais là, Guillaume, il y a une V1 dans son téléphone. Là, attention, là.
C'est pas moi sur YouTube où que t'as vu que ça fait 8 mois que je le rode, là. Ouais, C'est ça ou pas du tout? oui et non, parce que moi, tu sais, je veux dire, même quand je fais du stock rodé, des fois, il y a des affaires que ça marchera pas pantoute parce que, tu sais, je suis un peu dans la confrontation, là, puis dans la provocation du public, là. Fait que, tu sais, des fois, ça fonctionne pas, puis au lieu de faire comme, oh, tabarnouche, je vais changer de sujet, je suis comme, non, on va y aller deep, gang. Tant qu'à être dans le bain, vous allez, tu sais, je vais vous noyer un petit peu. Mais, fait que, tu sais, ça me dérange pas de tant. Moi, c'est ce que j'adore de. Il y a beaucoup de choses que j'adore de spectacle, mais c'est ces moments-là, ces moments de tension que tu installes, ces moments où tu restes dedans et tu sais, vu que tu l'as rodé, qu'il y a une tension, là, tu as la blague parfaite pour. Mais c'est pour ça que j'y vais aussi. C'est pour ça que des fois, j'accepte là, de mentir. C'est jamais. Il y a toujours une raison pourquoi tu fais ça. À mes yeux, en tant que spectateur, c'est jamais arrivé que tu fais juste, mais vous niaisez. Il y a toujours une raison. J'essaie, mais c'est pour ça. C'est noise bizarre. C'est pour ça, justement, que j'essaie, quand il y a un malaise ou quoi que ce soit, j'essaie d'y aller à fond parce que. Faut que je trouve qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Faut que je trouve s'il y a de quoi de positif là-dedans, si je suis capable de les ramener à quelque chose, s'il y a de la bonne viande là-dedans. Si j'y vais pas, je le saurai jamais. Si aussitôt que je sens que l'eau est chaude, non, finalement, j'irai pas tout de suite, je trouverai rien d'intéressant. Comme tu dis, des fois dans mes spectacles, il y a des malaises, mais c'est parce que j'ai été tellement deep dans ce malaise-là que je sais où la limite. Là, maintenant, je me tiens sur le bord de la limite puis je joue avec. T'sais. Je veux pas excuse-moi si je vole une partie de ton spectacle, mais t'as un moment où t'imites quelqu'un éjaculé. Ouais. La première fois que t'as cassé ça, tu devais être... Ça, là, j'étais terrifié. Je pense que c'est la joke qui m'a le plus terrifié de toute ma carrière. Okay. Ouais. Mais c'est comme... C'est comme... Étrange. C'est hilarant. C'est impliquant. Ouais, c'est étrange. C'est impliquant. Puis il faut que tu y ailles à fond parce que si tu y vas pas à fond, justement... Si tu le fais à 400% ou tu le fais pas. Ça, exactement. C'est pas une joke, c'est juste... Puis tu sais, c'était aussi quelque chose que j'avais écrit qui était pas nécessairement super clair non plus. Là, c'est devenu clair, mais je pense pas que ça soit c'est devenu clair, mais ça s'est précisé pendant. Puis je me rappelle la première fois que j'ai fait... Justement, comme je te dis, là, genre, ça va bien, ça marche. Les gens comprennent ce que je fais, ça rit. Mais moi, j'ai l'intention d'aller vraiment plus loin là-dedans. Et là, plus j'y vais, plus il y a un malaise qui s'installe. Puis là, à un moment donné, je le sais, je suis rendu trop loin, là. Je les ai perdus à jamais. Là. Je peux plus jamais les récupérer, mais il faut quand même que j'y aille parce que je suis en train de roder cette affaire-là. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. T'sais. Puis là, la fois d'après, bon, tu t'ajustes puis c'est moins épeurant, mais pendant que tu es en train de faire quelque chose, puis tu le sais que il n'y a rien qui se passe, là, que tu es en train de tuer la foule, c'est quand même terrifiant. C'est quand la première fois que tu l'as cassé? C'était dans quelles circonstances? C'était dans quelle salle? C'était au bordel. Moi, je casse pas mal tout au bordel maintenant. Ouais. Pour une question pratique aussi, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont au bordel puis qui essaient de faire leur matériel A. Oh, mais il y a une différence plus, aussi avec... là, je pense qu'il y a aussi un degré de qui va au bordel. Ouais. T'as 3 shows. Puis... Ouais, mais je te dirais que... c'est la 4e fois que tu joues au bordel, fais ton A. Ouais. T'as 3 shows. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de gens établis qui vont là puis qui font leur meilleur matériel parce que c'est une scène un peu intimidante quand même, là, tu sais, comme... c'est devenu mythique assez rapidement. Mm-hmm. Tout le monde est... Si tu dis les autres vont faire du A, moi je veux pas. Il y a ça. Tu sais, je veux dire, tu passes après quelqu'un qui vient de tout arracher, fait que tu veux pas... Tu sais, on a un ego, là. Bien sûr. On veut pas se planter après l'autre, là. Fait que... mais moi, je me suis donné comme le mandat de quand même le faire, puis tu sais, des fois, justement, c'est rough, là. Tu sais, tu t'as passé après, je sais pas, François Bellefeuille, là, qui était rodé, là. Tu sais, puis toi, c'est moyen rodé. C'est raide. Le comparatif, il est clair. Fait que... mais moi, je rode tout le temps, là. Est-ce que tu écris ou tu as des notes? Est-ce que c'est écrit verbatim? C'est quoi ton processus? Puis est-ce qu'il change? Ou... C'est fucké, il change tout le temps. Je t'écoute. Il change tout le temps. Immédiatement, c'est quoi? En ce moment, j'ai des affaires dans mon téléphone. Comme tu disais tantôt, là, j'ai une couple de notes. Là. Comme une des épiceries, mais de sujets que tu vas aborder? C'est des sujets, mais c'est quand même assez développé. Mais genre, il y a trop de mots, il y a trop d'idées, il y a trop d'affaires. Puis là, je leur lis. Puis en le disant à voix haute, je réalise ça, c'est une joke ou c'est pas une joke, ça roule-tu bien dans ma bouche, y a-tu une musicalité à ça ou pas, je la trouve ou pas, tu sais. Puis quand je la trouve, je fais comme, OK, ça c'est bon, je le garde, mais je le garde dans ma tête, je vais pas prendre des notes, là, je vais pas réécrire ça. Puis c'est ça, je vais tester ça. Là, je pense que je vais faire ça demain. Là, j'ai une couple d'affaires là, que je rumine dans ma tête depuis une couple de jours. Puis là, je vais aller faire ça, voir si ça marche. Est-ce que tu t'enregistres ou tu as de mémoire? Non, je m'enregistre pas. Non, j'aime pas ça. Je trouve que... Je le faisais, là. Je l'ai fait un bon bout. Puis je trouvais que... Puis c'est pas pour rien enlever, là, mettons... je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Mettons, François Bellefeuille se check beaucoup. Louis José se check beaucoup. Là, ils checkent leur virgule. Puis c'est très précis.
Mais moi, personnellement, je veux pas perdre l'âme de la patente. Je veux pas que ça devienne trop robotique, rigide, technique. Il y a une belle qualité à ça. Tu sais, c'est du monde qui, genre 100% des fois, ça rentre fort. Mais j'essaie de garder une certaine maladresse à mes affaires. Parce que je me connais. Là, si c'est trop rigide à un moment donné, c'est grunge. J'aurais même plus ce que je dis, je pense. Tu sais, je le sais, je l'ai fait, là. Quand c'est trop rigide, là, quand la musicalité est trop tout le temps pareil, je sais même plus c'est quoi qui sort de ma bouche. Je sais juste que la musicalité de la patente va me procurer un rire. Fait que j'essaie d'éviter ça un peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que fait que des fois, tu peux être sur scène puis tu sais même pas ce qui se passe. Tu t'observes un peu. Non, je le sais quand même ce qui se passe, mais je me laisse des zones, en fait. Okay. Je me laisse des zones où aller. Puis aussi, il y a ça, là, dans créer des malaises. Je crée des moments où que va pouvoir un peu improviser là-dessus, puis les réactions sont tout le temps différentes. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu l'as fait beaucoup de fois, j'ai comme 5 options selon les réactions. Là. Mais ouais, je sais que ça soit pas trop stiff, un peu. Ça reste un art qui est organique, qui est un espèce un art oral, c'est pas... ouais. Faut que ça file comme une conversation, puis quand c'est trop rigide, ça file plus comme une conversation, ça file comme une déclamation. Là, puis moi, je suis vraiment d'avis que quand tu fais un spectacle, il faut que tu envoies... J'encourage les gens qui font un spectacle d'humour d'envoyer l'image que... je viens de penser à ça, puis j'ai passé la journée à niaiser avec mes chums, puis là, ça donne que je monte sur scène. Ouais, beaucoup cette énergie-là. C'est tough, là. C'est le plus difficile. Cette énergie-là. C'est le plus... Oui. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, là, je te dirais. Tu sais, mettons, Adib, il me donne ce feeling-là. À chaque fois qu'il joue, je trouve que c'est vraiment... Mais tu sais, c'est tough, là, arriver à ça, parce que ça demande un mélange d'être extrêmement préparé, mais d'être mou en même temps, d'être relax dans ta préparation, puis de laisser les choses venir, puis d'en redonner. Mais c'est comme c'est une danse, là, tu sais, puis il faut que tu imposes ta cadence puis ton rythme, mais il faut que tu t'adaptes en même temps à eux autres. C'est fucking tough, là. C'est juste le dire, je suis comme « fuck, c'est lourd ». Ouais. C'est vraiment difficile. Fait que je peux comprendre de vouloir aller dans la sécurité, que ça soit tout le temps pareil, tu sais, parce que ça fonctionne aussi. Mais moi, en tant que spectateur, je le sens. Je comprends. Puis aussi, il y a aussi l'offre est différente. Moi, ce que j'offre, c'est le spectacle le plus rodé du monde, puis c'est éclatant, puis tu vas rire. C'est une espèce de... Je te garantis qu'aux 23 secondes, il va éclater de rire. Ouais, puis ça, c'est cool aussi, là, tu sais. Je veux dire, c'est super efficace, mais c'est vraiment le fun, puis tu vas aller chercher du monde en maudit. C'est juste que j'aime le... Je trouve que le stand-up, c'est un des derniers endroits où que tu pars du danger un peu. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Parce que tu peux aller dans toutes les zones que tu veux. Là, tu peux faire ce que tu veux là, sur scène. C'est ça qui est fou là, du stand-up. Je peux me mettre à chanter, je peux faire du théâtre, je peux y part un poème, je peux genre me crisser à poil. Je veux rien faire de tout ça. Comme un gars qui a fait dernièrement. Oui. Ça, un humoriste qui est mort sur scène. Ouais. Les gens croyaient que ça faisait partie de son numéro. Mais c'est parce qu'il faisait des jokes sur les crises cardiaques. Puis il a fait un arrêt cardiaque. Fait que là, les gens sont sûrs que c'est une joke. C'est comme ah. Parce que ça faisait 1 minute à peu près là, qu'il venait de faire des jokes là-dessus. Puis là, boum. Les gens étaient sûrs que c'était une joke. Puis là, ils l'ont laissé mourir. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est une belle vision que le stand-up, c'est un peu comme, à mon avis, le cirque. Il peut avoir un accident. C'est ça la tension de il est en haut du fil, dans 60 pieds dans les airs, il peut glisser. Il peut être le lendemain de veille, le Yougoslave. Ouais. Mais je pense que, puis ça, c'est une affaire que je reproche peut-être à l'industrialisation de l'humour au Québec, c'est qu'on a perdu un peu ce feeling-là. Puis quand tu leur offres ce feeling-là, les gens sont comme wow, c'est pas ça de l'humour. Je pense pas qu'on le retrouve. L'humour, c'est safe. Dans les cabarets du genre Le Bordel, Le Terminal, je pense. Oui et non, tu sais, oui et non, ça dépend. Pour vrai, ça dépend. Là. Je trouve que, mettons, Le Bordel, puis j'aime cet endroit-là, là, je vais toujours là tout le temps, mais je sens que, tu sais, bon, il y a un public un petit peu plus vieux, puis vu que c'est rendu une institution, là, ou presque. Ça fait 3 mois que tu as acheté des billets, fait que... Ouais, avec les gens, ils s'attendent comme l'humour, tu sais, c'est comme ça va être efficace, puis tout ça, puis là, tu leur offres quelque chose de plus dangereux, de moins clair, de plus fil de fer, comme tu disais, là, ils sont pas contents. Ils sont comme, moi, ça fait longtemps que j'attends ça, il y a une gardienne à la maison, c'est ma sortie, on était au resto, donne-moi ce que j'ai envie de... Fais-moi rire. Je comprends ça. C'est juste que on a perdu l'aspect un peu, comme tu disais, grunge, un peu punk, là, de « oh, crime, il va se passer de quoi », là, tu sais. Moi, je trouve que je veux dire, le stand-up, ça a été inventé par Lenny Bruce, là. C'est comme, c'était dangereux, là. Il y avait la police dehors, là, ou des fois en dedans. Fait que, tu sais, c'est dangereux, là. C'est lui qui a inventé Ben oui, le stand-up en tant que... Tu sais, je veux dire, avant, le stand-up, mais c'était pas du stand-up. C'était Bob Hope qui faisait une blague. C'était des jokes. C'était one-liner, tu sais. Tu t'enchaînais les liners qui étaient pas nécessairement les tiens, là. Tu les avais pas nécessairement écrits. C'était du cabaret un peu plus, comme... Bob Hope, c'était tellement écrit. Il payait même des acteurs dans la salle pour les clés. Ah ouais.
À ce point-là que c'est écrit. C'était écœurant. Ouais. Mais ouais, Lenny Bruce a été le premier où il s'est dit, je vais faire comme s'il y avait une conversation, comme si je faisais juste parler aux gens, puis au travers, il va y avoir des jokes. C'est pas obligé qu'il n'aille aux 15 secondes. À un moment donné, il va peut-être avoir des trucs drôles, mais moi, je vous parle de ce que j'ai pensé aujourd'hui. C'est lui qui a vraiment inventé ça, puis après ça, il y en a eu plein d'autres. Mais ouais, c'est vraiment lui qui a inventé ça. Je sais pas au courant qu'il avait inventé ce style de faire de la comédie. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça, là, mais le plus connu, là, le premier plus connu, c'est lui. Ceux qui s'intéressent à cet homme, rappelle-moi son nom, j'ai oublié. Lenny Bruce? Oui, Lenny Bruce. Le film sur sa vie est génial. Avec Dustin Hoffman, là, ouais. Ouais, c'est fait par bizarrement un chorégraphe qui connaissait tout. Je savais c'est pas. Bob Fosse. C'est un grand chorégraphe, c'est lui qui a fait de la chorégraphie de cabaret. Je savais pas. Et c'est lui, il connaissait Lenny Bruce parce qu'il connaissait toutes les... Lenny Bruce, il aimait les danseuses, puis il aimait le... Oui. C'est ce qu'il aimait. Puis il connaissait tout ce milieu-là. Fait il a pu faire un excellent film parce qu'il y avait... Je n'étais pas au courant de ça. Gens, ouais. Mais il est bon, Dustin Hoffman, là-dedans. Il est hallucinant. Quand tu vois le vrai Lenny Bruce, il est moins bon. C'est vrai. Dustin Hoffman, quand il refait des routines de... T'as raison. C'est encore plus réussi. C'est plus maîtrisé. C'est Dustin Hoffman. Il est pas pire pour... Ouais, mais il y a aussi le fait que, tu sais, comme on vient de dire, Lenny Bruce a été le premier à en faire. Puis quand t'es le premier, c'est sûr, ça va être pas tête. Là. Moi, j'ai toutes ces affaires, Lenny Bruce. Il y a bien des affaires qui sont pas écoutables. T'as-tu le bout où tout ce qu'il fait, c'est lire, c'est tout oui, de cours? Ça, parce que lui faisait, pour ceux qui ne le savent pas, Lenny Bruce faisait poursuivre par le gouvernement américain pour, je pense, grossière indécence. Ouais. Et lui, ce qu'il faisait à la fin de sa carrière, il était tellement devant un juge qu'il lisait ce que le juge disait, puis que lui, ce qu'il répondait au juge, puis c'était pas écoutable parce qu'en plus, il faisait de l'héroïne à l'époque. C'était un gars qui tombait de l'héroïne, qui parlait à un juge. Mais en fait, ce qu'il essayait de faire, essayait d'avoir l'approbation des gens. Là, j'ai dit ça, puis il a répondu ça, ça n'a aucun bon sens, gang. Vous voyez bien que j'ai raison dans ça. Puis c'est vrai qu'il avait raison, là. T'imagines-tu, man? T'es poursuivi par l'État, puis tu le sais que t'as raison, là. Tu le sais que c'est... Hey, man, je vais juste dit genre tel mot puis tel mot là, sacrez-moi patience, puis t'es en train de perdre, tu sais, fait que t'es sûr que t'as envie d'amener ça sur scène puis de dire s'il vous plaît gang, dites-moi au moins que j'ai raison là-dedans, je suis fou. Oui, lui, ce qu'on lui reprochait, il avait ri de l'église. Il y avait bien des trucs quand même. Il y avait un numéro sur le N-word, là. Oui, et puis il y a tous les mots qu'il va dire sur les races. Il y avait tout ça, là. Il y a eu bien des problèmes, puis à la fin, il était vraiment checké sur tout, là. Il y avait des polices là, qui checkaient toutes ces affaires. Mais si on se fie au film, un moment donné, il est sur scène et la police l'arrête sur scène. Ouais. Il monte sur scène et ils vont terminer son spectacle. Ouais, ça arrivait pour vrai. Mais ça arrivait à l'époque quand même. Jim Morrison aussi s'était fait arrêter sur scène. Oui, mais montrer son pénis, c'est différent. Ouais. Pour avoir montré son pénis. Et j'ai dans ma chambre, parce que Jim Morrison, c'était mon héros quand j'étais enfant. Ouais, hein? Pour moi, c'était le... C'est un bon héros, je trouve. À part le bout... c'est un bon héros quand t'as 12 ans. Non, mais c'est un bon poète. Il est pas cave, tu sais. Je veux dire, il a un point de vue sur le monde vraiment intéressant. C'est sûr que toutes ces frasques... À part ça, il y a une vidéo géniale sur Internet où c'est la fin de sa vie. Il dit, c'est quoi la musique selon toi? Il est complètement gelé, puis il explique, moi, selon moi, la musique, ça va être juste des sons, puis ça va juste être de l'électronique, puis le monde, il rit de lui. Oui, il a prédit la musique électronique. Tout le monde fait, regarde le bouffon, puis c'est ce qui s'est produit. Ouais, non, mais tu sais, pour vrai, Jim Morrison... Niveau connexion avec le public, niveau tu sais, des shows que tu regardes, c'est chamanique là. Ça n'a pas de sens. Carrément là. Puis tu sais, les musiciens qui suivent en arrière là, qui savent pas trop où ça va tomber là, tu sais, il y a du danger. Je sais pas si tu connais Joan Didion, l'écrivaine. Non. C'est une grande écrivaine des années 70, puis elle a fait un essai. Elle est tombée en amour avec lui. Ah ouais. Puis une fois, elle est pas seule. Puis une fois, elle écrit sur l'espèce de sex appeal et de, comme tu dis, effet chamanique. Elle s'assoyait dans le local de répétition en plein milieu pendant les 6 heures. Elle le regardait, puis elle était comme, il est beau en tabarnak. The King Lizard. Ouais, non, il était écœurant. Mais... T'as-tu aimé le film sur Jim Morrison? Ça, c'était Val Kilmer qui jouait ça. Oui. C'est ça, ouais. Mais je me rappelle plus ou moins. Mais j'ai bien aimé. Il y avait, je pense que c'est Johnny Depp qui faisait la narration de ça. Il y a un documentaire avec plein d'images d'archives qu'ils ont retrouvées, qui ont mis tout ça ensemble. C'est vraiment beau, c'est slick. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du documentaire, mais taper gang sur Google, on va taper Jim Morrison puis Johnny Depp. Ouais, mais je suis pas mal sûr que c'était Johnny. Ouais, c'est Johnny Depp qui fait la narration de ça. Johnny Depp, je pense que c'est le genre de gars comme moi. Après l'âge de 12 ans, il pense encore qu'il veut être Jim Morrison. À l'âge de 46 ans, comme je vais faire de l'acide. Mais Johnny Depp, il y a des bons héros quand même. T'sais, il a fait un documentaire aussi, il fait la narration de documentaire sur Hunter S. Thompson. Lui a fait, oui, il l'a joué. Tu connais-tu l'histoire de ça?
Vas-y, je Ah, t'écoute. c'était écœurant. Hunter S. Thompson, c'est un grand écrivain américain. Lui, il a inventé un style d'écrire. Mais il est assez crazy, là. Ouais, il a inventé le gonzo. Tu sais, bon, tout est par rapport à lui, là. Tu sais, il faisait du journalisme, mais de son point de vue, finalement, il se crisse des faits. C'est juste son rapport aux faits. Mais il était quand même fou, ce gars-là. Là. Tu sais, il prenait beaucoup de drogue. Il aimait la drogue et les armes à feu, ce qui est pas un bon mix. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'armes à feu shootées dans sa cour, puis tout ça. T'as-tu déjà vu sa routine de drogue? Oui! C'est bon, ça a pas de sens. Aucun sens. Je pense mais ça fait du sens en même temps. Ça fait aucun sens de prendre ça, mais ça fait du sens quand tu checkes ça. C'est comme, ben oui, j'avoue que quand t'es sur une drop, faut que tu te recraignes, puis tu sais... Le bout qui fait pas de sens, c'est... moi, je serais pas capable d'écrire une phrase. Juste écrire « Bonjour, je m'appelle... » Non, moi non plus, je serais pas capable. Mais il y a des gens que leur cerveau... Ça le remet à l'endroit quand ils prennent la drogue. Moi, il y a un écrivain une fois qui disait ça, Richard Price, qui disait ce qui était cool d'avoir fait de la coke, j'étais pas bon maintenant, mais ça m'a aidé 3 ans plus tard. Et moi, j'ai vécu la même chose pour le speed et la cocaïne. Pendant que j'en prenais, j'étais nul. Mais 3 ans, 4 ans plus tard, ça m'a aidé. Ça l'a ouvert ton 3e œil sans que tu t'en rendes compte. Puis ça m'a fait aussi réaliser que j'étais hyperactif. Ah ouais, hein? C'est pas normal que ça à coke, j'étais super calme. Et que je oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça de toi. Oui, sur la coke, je suis vraiment, vraiment doux et calme. Là, je peux... Ah oui, bonjour, ça va. Parce que il semblerait que quand t'es hyperactif, qu'on te donne du speed, c'est du Ritalin, c'est des amphétamines. Ça te calme. Mais tout le monde a des cerveaux différents aussi, tu sais. Philippe Signon, pour pas le nommer, là, lui, quand il prend de la drogue, il devient droite, là, tu sais, c'est pas qu'il est pas droit dans la vie de tous les jours, mais comme il reste vraiment genre comme super allumé, puis intelligent, puis intéressant, puis tout ça. Moi, je suis complètement gone, là. Moi, quand je prends de la drogue, en fait, je deviens extrêmement lover, là, tu sais, je suis comme, c'est l'amour universel, j'aime beaucoup mes amis. T'es plus extraverti? Ouais, exactement, parce que je suis introverti dans la vie, j'exprime jamais ces sentiments-là. Drôle, parce que nous, moi, je pense que je suis plus extraverti que toi, là. Je parle, je peux pas parler sans faire ça. On a l'effet inverse. Ouais, moi, c'est la drogue, je suis... Bonjour. Tu vas bien? D'accord. Allons au McDonald's. Mais toi, t'es plus... Mais pour revenir à mon anecdote sur Johnny Depp et Hunter S. Thompson... Oui. Hunter S. Thompson, il voulait faire le film, c'est Terry Gilliam qui faisait le film, puis il faisait confiance à Terry Gilliam. Qui fait des effets spéciaux fous, puis qui était un des gars des Monty Python. Ouais, exactement, c'est une légende, il est vraiment écœurant, lui. Puis c'est ça, c'est Johnny Depp qui va jouer le rôle. Puis Hunter S. Thompson, il est comme, moi, je m'en fous de ce film-là, ça va être mauvais. Puis il respecte pas Johnny Depp non plus. Il respecte pas les acteurs en général. Il dit que c'est vraiment des épais. Puis il méprise, genre, totalement. Puis là, Johnny Depp est comme, moi, OK, je comprends ça, mais j'aimerais quand même te connaître un peu parce que moi, je vais te jouer. Fait que j'aimerais ça que ça soit quand même, ça ait de l'allure. T'sais. Fait qu'il demande de rester chez eux. Wow. Fait que Johnny Depp est resté dans le sous-sol de Hunter S. Thompson pendant, je pense, c'est quelque chose comme 8 mois, là, quelque chose qui n'a pas de sens. Là, il a habité chez Hunter S. Thompson, puis comme il le checkait, puis Hunter, il est grumpy là, tout le temps, puis il s'en calisse un peu de lui. Et finalement, quand Johnny a joué le film, puis après ça, ils vont le présenter à Hunter, puis Hunter a fait comme, hey, sais-tu quoi, je viens de catcher c'est quoi un acteur. T'es un acteur, t'es un grand acteur, t'as complètement compris l'essence de qui je suis. Bravo, t'es un des grands. Interprétation. Oh, ouais, c'était écœurant. Si tu connais Hunter S. Thompson, c'est spot on. La seule chose que j'avais entendue, la seule chose qui est différente, c'est qu'il articule bien. Parce que Hunter S. Thompson, si t'écoutes des entrevues, mettez des sous-titres parce que tu marmonnes. Ça dépend de son degré de drogue. Là. Ah, oui, si. Ouais. Et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est Hunter S. Thompson qui a rasé Johnny Depp. Parce que Johnny Depp, Hunter S. Thompson, il fait de la calvitie. Ouais. C'est lui qui a fait tes. Ah ouais, ok, qui a rasé. Fait, tu veux jouer, moi, il n'y aura pas de. T'auras pas une petite perruque dans le wood avant de le faire. Ouais, c'était carré ce film. J'ai su aussi récemment de Terry Gilliam en entrevue qui disait lui, il a jamais pris de drogue. Il a pris de la drogue genre une fois ado, puis il a réalisé qu'il aimait pas ça. Mais il a quand même fait le film où il rend le mieux le sentiment d'être drogué, je trouve. J'y crois à ça, moi. J'y crois vraiment que dans les arts visuels, ceux qui prennent pas de drogue, c'est ceux qui le rendent le mieux. Ah ouais. Je pense que Kubrick aussi les rend vraiment bien avec 2001 au-dessus de l'espace. À la fin, la dernière demi-heure, c'était un trip d'acide, disons. Souvent, ceux qui prennent pas de drogue, je pense qu'ils sont plus sensibles. Parce que, en le sachant pas, puis en écoutant c'est quoi, je pense que tu peux mieux rendre. Par contre, le jouer, t'es mieux d'avoir fait. Ouais, t'as raison. Peut-être Nicolas Cage qui a joué une fois dans Live in Las Vegas, où il joue un gars qui veut se tuer avec l'alcool. C'est un gars qui va. Comment il a fait son travail d'acteur? Il s'est filmé sous pendant des mois.
il se saoulait avec une caméra sur un trépied. Ah ouais, puis il se saoulait, réécoutait. Il se réécoutait, puis le lendemain, il était comme, OK, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais. OK, là, je jure pour rien, il faut que je fasse ça. Ouais, c'est subtil quand même, tu sais, bien rendre ça, là. Bien rendre quelqu'un de drogué, quelqu'un de comme sous. Dans Mad Men, ils sont tout le temps sous. John Hamm, à mon avis, il est tellement bon pour jouer un gars sous parce qu'il est sous, il ne monte pas. Il est comme, non, c'est un beau sous. C'est ça, être sous. Après, t'as appris que c'est un alcoolique. Puis il était comme, moi, c'était facile, c'est juste. J'étais sous. J'étais sous tout le long. Mais je pense que pour le faire, je pense que pour le rendre. Ouais, t'as raison, mais t'as sûrement un point parce que mettons que t'as vécu ça, là, un trip d'acide, là. Après ça, tu essaies de le rendre à la caméra, tu dois être jamais satisfait parce que ça sera jamais aussi hot que vivre un trip d'acide. Fait que tu dois virer fou à essayer de vraiment bien rendre ça. Mais j'avoue que quand tu l'as jamais vécu, t'es comme, bon, ça, je pense que c'est correct. Là. Et je crois beaucoup que dans l'art, c'est pas. Le secret, c'est pas de faire ce que c'est de faire ce que tu penses que c'est. Ouais. Nuance. C'est une interprétation de la patente. Là. Parce que moi, j'ai jamais eu de trip de drogue comme dans Fear and Loathing in Las Vegas. Pas grand monde qui ont eu ça, je pense. J'ai déjà voulu avoir des trips comme ça, par contre. J'ai déjà voulu avoir peur de chauve-souris. Puis avoir des bébites qui me lèchent, puis dans le fond, je suis juste dans un... Ah ouais, t'aimerais ça avoir un bad trip, toi? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Dans le fond, non. Mais le problème d'un bad trip, tu sais, moi, j'ai jamais vécu de gros bad trip, mais tu sais, le problème quand t'es vraiment drogué, puis ça commence à virer mal un petit peu, c'est que c'est une prison. C'est que tu peux pas faire comme OK, là, j'aime plus ça, on arrête, gang. Non, t'es pogné là-dedans, là. Tu sais, tu t'en vas dans le tunnel, puis tu sais pas ce qu'il y a au bout. Bon, on va avancer, on va marcher. Non, c'est fucking. Moi, c'est pour ça que je fume quasiment jamais. Parce que ça me terrifie. Très rapidement, je fais j'ai peur de tout le monde. Oh non, tout le monde m'en veut, puis c'est terrible, puis ça arrête pas. Puis pourquoi quand je cligne des yeux, c'est étrange. Mais tu sais quoi? Je pense que, tu sais, prendre la drogue, c'est que des fois, ça révèle ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Puis je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour grâce à la drogue. Ah ouais? Comment ça? Explique. J'ai fait des... j'avais pas beaucoup à l'école. Je faisais beaucoup de speed et d'ecstasy. Puis je réalisais que là-dessus... Je disais des choses, je pense que je pourrais être humoriste, je pense que je pourrais écrire des blagues. Puis j'ai réalisé pourquoi quand je suis là-dessus, puis je suis plus proche de moi, puis je suis plus heureux, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai lâché l'école, je suis allé. Mais tu vois, c'est une manière positive là, d'utiliser la drogue. Des fois, c'est pas positif. Puis justement. je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour pour arrêter de prendre la drogue. Ah ouais. J'en prenais beaucoup. Puis en rentrant à l'école, j'ai fait, je touche pas à ça. Depuis ce temps-là, je l'ai fait une fois au party de Noël de l'École nationale de l'humour. J'étais chez, je pense... Peut-être Pierre-Bruno Rivard, je crois. Non, des filles plutôt. Et j'ai flatté un chat pendant 3 heures. J'ai avoué à Adib que je voulais me suicider. Puis après, j'ai aidé le monde à vomir. Je l'ai plus jamais fait. C'était pas une belle soirée, ça. Oui, mais ça! Okay, ça m'a rapproché d'Adib. Parce qu'Adib, il aime le monde. Tu veux être ami avec Adib, dis j'ai un problème. T'as un problème, on va jaser. Et ça m'a fait arrêter. Ah ouais. T'en prenais tant que ça? Oui. Il y a des gens qui prennent du speed, on dirait qu'ils tombent en amour avec ça, là, ils en prennent. Moi, j'ai pas ça en moi, genre être accro à un truc. Parce que t'es pas narcissique. Moi, je suis extrêmement OK, c'est moi, puis c'est important. Puis là, ce que je le pense, je vais te le dire en tabarnak. Non, mais j'ai ça quand même, là. J'ai du narcissisme, là. Je fais de la scène quand même, tu sais, comme toi, là, j'ai ça aussi. Mais non, je pense que c'est une fibre à l'intérieur que t'as ou t'as pas. Tu sais, de ce que je connais des gens, il y en a qui ils peuvent devenir accros, puis il y en a d'autres qui pas pantoute. Moi, je crois pas que j'étais accro, mais j'aimais. Je suis pas accro, mais j'aimais vraiment ça. C'est la manière la plus étrange de dire que t'étais accro. Je pense que j'avais un mal de vivre. Ouais. Et 2, mon vrai problème, vrai problème, moi, j'étais accro le lendemain. J'aimais vraiment ça. Je pense que vu que j'étais très, très triste, ce que j'aimais d'être le lendemain de speed, parce qu'en passant, le speed, ça vient jouer sur ta dopamine. La dopamine, c'est ce qui fait que tu ressens du plaisir. Et c'est tellement stimulant sur la dopamine que le lendemain, tu ne peux plus chimiquement ressentir du plaisir. Fucking down, là, pis t'es... Ouais. Fait que j'étais heureux de... c'est pour ça que je suis triste. Je suis le lendemain de speed. Ah ouais. Tandis que il y a rien de pire qu'être triste et pas savoir pourquoi. OK. Moi, à chaque fois que j'ai des problèmes de consommation, que ce soit avec l'alcool ou que ce soit avec le speed, je suis pas accro au high, je suis accro en bas. Ah, c'est intéressant quand même. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, c'est ça que je vis, moi. Ah ouais, parce que moi, le down, c'est la pire affaire pour moi. Tu sais, moi, il y a bien les drogues que j'ai aimés, puis que je suis comme, non, j'en ferai plus ça parce que le down le lendemain, je trouve ça épouvantable. Tu sais, je suis comme, j'aime avoir le contrôle, je pense. Je pense que c'est ça l'affaire. Mais moi, c'est pour ça que j'aime aussi le speed. J'aime le perdre, j'aime l'avoir. Tu sais, je veux dire, ça me dérange pas de le perdre, mais là, un laps de temps là, qui est raisonnable, là, à un moment donné, 24 heures le lendemain, comme je pense, j'ai perdu le contrôle de mon cerveau, j'aime pas ça. Mais je me rappelle, la fois où j'ai fait du crystal meth, ouais, on va y aller. Ça commence très bien. La fois où j'ai fait du crystal meth, j'étais bien intrigué. Ben, j'étais pas assez malheureux pour faire du crystal meth, parce qu'après 10 heures,
J'aurais pu être aussi gelé, là. Ça, c'est le monde. Pour vouloir être gelé aussi longtemps, faut vraiment, vraiment aller mal. Je vais pas assez mal pour ça. Ah ouais, c'est très long? C'est extrêmement long. Combien de temps? Moi, ce que j'ai vécu, c'était dans une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures où t'es comme ça. Ah ouais, OK. Comme ça. Puis, t'aimerais ça, mettre ton pénis dans quelque chose, mais il grossit pas. Ouais, ça se passera pas anyway. Non. Mais c'est quoi le feeling, genre, tu comparerais ça à quoi, mettons, aux autres drogues qui sont plus... C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Ah ouais, c'est mais moi c'est la le coke, meilleur. mettons, genre, c'est de la coke vraiment c'est de la coke, pire, mais c'est de la coke avec un bang. point. OK. C'est moi le meilleur. Il y en a pas un qui était meilleur que moi. Beaucoup d'agressivité. Beaucoup de... OK, c'est un que je me suis jamais battu, mais je suis capable. Ah ouais. J'ai aucune coordination en général, mais là, je peux me battre contre Georges Saint-Pierre, je la couche en un instant. T'as-tu déjà vu Cat Williams qui fait un show sur le Crystal Meth? Ah, c'est lequel? Ben non, mais c'est pas TP, c'était dommage. pas TP pour un special. Mais c'est TP, mais c'est pas pour un special, c'est comme quelqu'un dans la foule qui a TP ça. Mais je pense qu'il était sur le Crystal Meth. Tout le monde suppose qu'il était sur le Crystal Meth, on n'a pas de preuve de ça, mais on sait que Cat Williams, à un moment donné, a eu des problèmes de Crystal Meth. Fait. Oui, parce qu'il y a un moment où il voulait toujours se battre avec Kevin Hart. Puis Kevin Hart, et moi, j'embarque pas là-dedans. Problème de consommation. Non, va te faire soigner mon chum. Ouais, parce qu'il y a vraiment l'impression que Kevin Hart, il a volé son succès, là. Ouais. Mais bref, Cat Williams, il embarque sur scène. Écoute, c'est un aréna, là. C'est plein, là. Tu sais, c'est Cat Williams à son... Un club, là! Il commence à descendre. Tu sais, il était big, là, Cat Williams. Il était vraiment huge, là, pour les gens qui toute la scène pas, là. noire américaine de stand-up, huge. C'est bien plus... C'est Chris Rock qui disait ça, il disait... Vous parlez comme de des Matthew Martin ou de certains humoristes, mais la vraie pop, là, c'est bien plus les Noirs américains. Non, des fou, Cat Williams, des Bruce, du monde qui ont aucun spécial sur Netflix qui rend... Monique, là! Même Monique sur une marquise a rempli en 25 secondes. Ouais, mais moi, j'adore ça, ces shows-là, d'ailleurs. Je sais pas s'ils font encore à Just for Laughs. Je pense qu'ils le font plus. Ils faisaient le Hoptown Comic à l'époque. Magnifique. C'est les meilleurs. Puis moi, j'ai vu Cat Williams pour la première fois, là. C'était incroyable. Cat Williams en forme, c'est génial. Mais continue. Non, mais il commençait à monter. Moi, je le connaissais parce que je suivais vraiment ça, mais les gens connaissaient pas nécessairement. Puis il avait closé le show. J'ai jamais vu le Metropolis lever de même. C'est incroyable. Il avait fait 15 minutes sur Montréal. C'était même pas son matériel. Non, c'était sur Montréal. Truc génial. En ce moment, un des specials de Cat Williams pourrait être voir. Mais il commence toujours à parler de la ville. Oui, mais là, il parle de Jacksonville! Il fait des jokes hyper il aurait pu... Normalement, ce que tu fais, je peux comprendre, là. T'arrives à ta foule, tu fais 15 minutes à la ville, mais ça, tu le mets pas dans le special. Mais puis lui, il fait des blagues du genre « Hey, tel quartier! » Puis c'est super précis, puis il y a juste c'est tellement précis, c'est juste le monde qui vient du quartier qui trouve ça drôle. Mais je suis l'histoire. Je suis l'histoire de pourquoi. Parce que il fait tout le temps ça. Bon, il capte parce que, je veux dire, il capte tout, mais tu sais, son heure, c'était autre chose. Puis là, il y a quelque chose dans son heure que je pense qu'il n'a pas passé avec les avocats ou quoi que ce soit. Je sais pas trop. Qu'il manquait genre à peu près 15 minutes. Fait qu'il a fait comme, je vais mettre le truc sur Jacksonville, même si c'est zéro intéressant. Fait que ça serait ça l'histoire. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Mais tout ça pour dire que Cat Williams, il était huge. Il remplissait des arénas. Puis là, il a commencé à avoir des petits problèmes de drogue, mais c'est su, mais c'est pas su. Hein, mais on sait pas trop, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, il arrive un show, l'aréna est remplie, il embarque sur scène, il pogne le mic, il le drop à terre, puis là, il commence à se pogner avec quelqu'un en avant, directement, OK? Là, il enlève son chandail, il fait comme, veux-tu venir te battre? Et là, le gars, il veut pas... C'est pas long de corps. Non, il est tout petit, puis le gars, il veut pas venir se battre. Fait que là, il se met à faire des push-ups. Il a fait des push-ups, genre une centaine de push-ups. Il arrête plus de faire des push-ups. Il se relève, puis il est craqué. Il a jamais fait de matériel. Il était défoncé sur Crystal Meth. Il était juste comme, je vais me battre, t'as checké, je cote. Puis il fait des push-ups. C'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait taper sur YouTube pour le trouver, mais c'est sûrement encore sur YouTube, là. Ben, si vous voulez voir Cat Williams qui a des problèmes de consommation, il y a une vidéo de lui qui se bat un enfant. Oui, il perd. Il perd. Puis l'enfant, tu vois, il fait pas du judo, l'enfant. C'est juste un enfant, puis il fait moi, je suis pas sur la drogue, fait que je sais que je peux te jeter au sol. Puis... Mais la grande question, c'est pourquoi Cat Williams est dans un quartier pauvre américain à se pogner avec des étudiants au primaire, je sais pas, mais il est là, c'est extraordinaire. Ouais, Cat Williams, quand on parlait tantôt d'être dangereux. Cat Williams, on le voit en show, c'est dangereux. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment, c'est pas clair. Ouais. Et moi, j'aime ça. Il y a ça que j'aime aussi des stand-up américains noirs. Il y a un aspect danger quand même. Tu sais, je veux dire, tu vas voir Dave Chappelle, ça peut durer 6 heures, tu sais pas trop. Tu sais pas ce qu'il va faire comme matériel. As-tu déjà vu Dave Chappelle à l'extérieur de Montréal? Non.
Okay. Non, jamais vu. Quel humoriste t'as vu à l'extérieur de Montréal, vraiment, qu'on connaîtrait, mettons? À l'extérieur, j'ai pas. Moi, je fais pas ça, les voyages aller à New York, puis tout ça. J'ai jamais fait ça. Bill Burr. Non, jamais fait ça. Ah non, c'est pas vrai, excuse-moi. J'ai fait ça une fois. J'ai fait ça une fois, j'étais allé voir Bill Burr, justement. Puis Louis C.K., en fait. Ouais, c'est le même genre, les deux soirs à New York. Puis d'ailleurs, c'est le show de Louis C.K. qui est tapé, qui avait mis la première fois sur son site internet que tu payais 5$. Là, c'est la première fois. Le Beacon Theater. Oui, il est gros, puis tout le long, il y a un rond de sueur qui grossit. Ouais. Fait que j'étais là, ce soir-là. Si t'écoutes comme faut, t'entends le rire de Kim. À un moment donné, j'étais avec Kim dans le temps. Si t'écoutes vraiment comme faut. Non, mais cool! Je te jure. Ouais. Ah, chouette! Ouais, fait que j'avais vu Bill Burr au Carnegie Hall. C'est une belle salle, ça? Overrated. C'est pas une salle de stand-up. Je sais pas pourquoi les humoristes veulent faire du stand-up là, parce que c'est vraiment une salle de concert. C'est magnifique. J'ai une hypothèse. Robin Williams le fait. Ouais, c'est vrai. Puis là, mon uniforme aussi, je peux faire Robin Williams. Mais mais t'es pas le meilleur improvisateur sur la coke. Ouais. Mais Carlin l'a fait aussi. Carlin l'a fait. Je pense que c'est devenu mythique à cause de ça. Là. Les grands l'ont fait, mais c'est parce que souvent, on entend l'audio du Carnegie Hall, mais on le voit jamais vraiment visuellement. Mais visuellement, c'est très bizarre parce que c'est vraiment construit pour un concert. C'est magnifique, mais tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, les éclairages sont pour un vrai concert aussi. Ça fait que c'est pas... C'est vraiment un feeling weird. Tu sais, le seul, je pense, qui a réussi, c'est Robin Williams parce qu'il court partout. Il prend de l'espace. Il met du linge super flamboyant. Tu sais, c'est une petite puce. Ça fait un peu partie de la joke. Là. Regarde, moi, je suis sur une grande salle. Ouais. Mais c'était juste un micro, puis tu fais... T'es, mettons, Jerry Seinfeld qui fait les aéroports, c'est pas facile. Ouais. J'avais trippé moyen, je te dirais. Mais c'était du bon matériel là, de Bill Burr, mais c'était pas ce que je m'attendais. Là. J'étais comme, je vais au Carnegie Hall, ça va être incroyable. C'est comme, finalement, c'est un peu stiff comme salle. Il n'y a pas de vibe, il n'y a pas d'ambiance. Ouais. Puis ça, faut absolument que je t'en parle. Tu capotes sur les sports de combat aussi? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes la boxe? T'as-tu déjà boxé? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand est-ce que t'es tombé en amour avec la boxe? Moi, je suis tombé en amour avec la boxe. Mais pas tout de suite, en fait. Moi, j'avais comme peut-être 13 ans. Et mon père écoutait ça. Okay. Mon père trippait sur Arturo Gatti, Oscar de la Hoya. Puis bon, c'était aussi dans le temps, il y avait les Hilton Ouellet, puis tout ça, là, cette époque-là. Là. Puis mon père trippait là-dessus, puis tu sais comment c'est quand t'es un jeune, tu veux bander avec ton père. Fait que, tu sais, moi, je savais pas trop, tu sais, je veux dire, on écoutait le hockey, mais j'étais pas tant fan de hockey, pas à cette époque-là. Là, je le suis un petit peu plus, mais... Fait que là, j'étais comme, il écoutait ça, puis ça avait tellement l'air à le passionner. J'étais comme, ben là, je vais l'écouter avec lui, je vais checker ça. Puis au début, je comprenais pas, je trouvais ça plate en mort, tu sais, je trouvais qu'il se passait pas tant de choses que ça. Tu sais, c'était comme, la boxe, c'est quand même stratégique, là, tu sais, ça peut durer 12 rounds, il y a personne qui va au plancher, là. Et aussi, quand tu connais pas ça comme moi, ça va tellement rapidement, il me semble qu'il se frappe pas. Ouais. Puis ça prend des ralentis, puis après, je pense qu'on a un petit peu quoi regarder les codes. Ouais, exactement. Fait qu'il faut que ton œil s'habitue. Puis que là, éventuellement, j'ai fini par comprendre un peu. Puis là, c'est devenu comme mon rendez-vous père-fils. Là, tel combat, puis on checkait ça. Puis à un moment donné, mon père s'est vraiment délaissé de ça. Là, il suivait ça encore un peu, mais moi, j'étais rendu knee deep dedans. Là, puis là, je parlais, puis t'es comme, regarde, je suis pas au courant de ce que tu dis là. T'es rendu beaucoup trop loin pour moi. Fait que moi, j'ai continué là-dedans, puis j'ai jamais arrêté, en fait. Là, je suis ça d'une manière assez religieuse. Ouais. As-tu vu des combats live? Ouais, quand même pas mal. Plus à Montréal. Là, j'ai la chance d'avoir un combat live. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Tu sens une ambiance. Ben, parlons un peu. C'est quoi la c'est différence? Plus silencieux. Je sais pas si t'as trouvé. Je veux dire, il n'y a pas de commentateur, premièrement. Fait que tu peux pas te faire dire ce qui se passe. Là. Tout à fait. Puis tu sais, mettons, moi, j'ai vu, David Lemieux. La première fois qu'il a perdu, qui s'est fait knock-out par un gars qui s'appelle Marco Antonio Rubio, puis il était supposé de le défoncer. Là, je veux dire, on était là pour ça. Ah, ça va être le fun, David va encore knocker quelqu'un. Fait que là, il donne tout ce qu'il y a dans les premiers rounds, ça fonctionne pas, et il n'y a pas le cardio pour tenir tout le combat. Et là, tu sens le shift, là, à un moment donné, vers le Mexicain, et là, tout d'un coup, silence dans le Centre Bell, et là, tout le monde le sait que c'est ça qui va arriver, là, tu comprends? Fait que tout le monde est comme... Puis là, à un moment donné, David est ébranlé, il n'y a aucun son. Les gens sont juste comme oh mon Dieu, puis là c'est comme au ralenti en fait, tu vis l'émotion avec lui, tandis que bon, s'il avait gagné ça aurait été l'inverse, les gens auraient crié, c'est vraiment spécial, il y a une tension. C'est ce que j'ai observé quand je suis allé voir Pascal contre un des Pascal Kovalev. Et au début c'est j'ai vu les deux, t'étais là le deuxième, je pense le premier. Le premier s'est fait vraiment geler. Ouais. Puis il a perdu les jambes. Mais le deuxième, il a juste perdu parce que il se faisait fesser à l'infini, puis à un moment donné, le coin a fait comme ça va faire. Voilà, moi j'ai vu le premier. Okay. J'ai vu le premier. Le premier, c'était dramatique. Oui, je pense que c'était même croisé, je me rappelle. Ah, ça se peut. J'étais chanceux, j'étais sur le plancher. Ouais, j'étais sur le plancher aussi. Génial, c'est que
comme tu le mentionnes, au début, tu penses que tu peux aider ton boxeur en l'encourageant, en criant. Puis là, après un moment, tu fais « Oh non, ça va pas arriver. » Puis là, tu veux juste pas qu'il se fasse mal. Puis là, il tombe. Mais il y a quelque chose de dramatique, il y a quelque chose de très cruel aussi. C'est pas du baseball. Tu sais, le baseball, c'est plate, un coup de circuit, mais tout le monde rentre à la maison. On le voit on l'a vu qu'Adonis Stevenson, c'est très dangereux ce sport. Oui, c'est très, très, très dangereux. Puis tout le monde réagit de manière différente au coup de poing. Tu sais, mettons Jean-Pascal, là, quand il a perdu le contrôle de ses jambes, puis tu le sais pas, il est-tu knock-out, il est pas knock-out, il est-tu blessé, puis la manière qu'il bouge, la manière qu'il est en déséquilibre, c'est weird. Tu sais, c'est vraiment étrange de voir quelqu'un qui a plus le contrôle de ses jambes, qui a une commotion cérébrale. C'est fucké, là. On est en train de regarder ça, là. C'est ça le sport. C'est vraiment spécial. Fait que c'est pour ça que les gens sont extrêmement tendus. Puis tu sais, souvent on le dit, là, mais c'est comme ça a remplacé les gladiateurs un peu, là. Tu sais, c'est aller voir. Ouais. Mais tu vas voir de la violence extrême, là. C'est ça que tu vas voir. Puis, mais tu sais que c'est ça que tu vas voir, mais quand ça arrive là, à son plus dramatique, on dirait que tout le monde fait comme... mais il semblait que les gladiateurs... Je sais pas, j'avance quelque chose. J'ai déjà lu quelque part que les gladiateurs, c'était plutôt la lutte, c'était arrangé. Parce que tu pouvais pas... Tout le temps, les gars s'arrangeaient entre eux autres, il y avait des fausses poches de sang. What? C'était une mise en scène. What? C'était une mise en scène. C'était bien plus la lutte parce que les gars, maintenant, ils sont arrangés. Fait que là, on fait pas un gros salaire. On est des pseudo-esclaves. On va comment. Ah non, c'est pas vrai. Il paraît qu'il y avait quand même très très riches. Certains étaient. Mais un peu comme le sport professionnel. C'est la lutte. T'as les 6 premiers qui font tout l'argent du monde, puis t'as ceux que tu t'entends jamais parler qui sont là toutes les semaines. Des jobbers. Oui, les jobbers, comme tu viens de dire. C'est drôle ça. Mais moi, ce que j'avais entendu, en fait, c'est que ça arrivait qu'il y en avait qui mouraient, mais c'était un accident. Puis dans notre tête, c'est vraiment à chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt, mais c'était rare quand même. C'est une business qui marche pas. À tous les fois, il faut que t'ailles 11 nouveaux. Shit, le champion est dead, carrément. 11 nouveaux gars. Ouais, avec là, tu vas avoir une épée, puis il y a un autre gars qui a une épée, puis là, il y a celui qui meurt, c'est plat. C'est moyen, en estime. Ah, puis aussi, tu t'as reçu à ton podcast, génial en passant, deux combattants. Ouais, j'ai eu Olivier Aubin-Mercier puis Pat Côté. Qui ont des vies assez uniques et de douleur. C'est des vies que je comprends. Mais tu sais, j'essaie d'en jaser aussi avec Olivier, j'en ai jasé aussi avec Pat. J'essaie de comprendre, c'est quoi le minding? Tu sais, comme pourquoi vous faites ça? Êtes-vous conscient des dangers? Tu sais, comme quand tu rentres dans l'octogone, est-ce que tu es conscient de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut arriver? Puis Pat me disait comme non. Tu peux pas penser à ça parce que si tu te mets à penser, c'est là que tu vas perdre, puis tu perds ta fraction de seconde, puis il faut que tu sois présent, puis tu peux pas te dire comme ça se peut que je meure. C'est comme ça serait pas un bon minding, mais c'est hot quand même. C'est vraiment vivre dans le déni pour quoi, à la limite? Mais pour survivre, je crois que faut que tu vives, ça revenait à ce que tu disais tantôt à tes parents, que pour avoir une job, faut que tu vives un peu dans le déni, que tu te fais exploiter. Pareil pour eux, faut que tu vives dans le déni. Il y a un gars, son objectif, c'est soit t'étrangler, soit te mettre inconscient. Mais si tu penses à ça, oui, ça. Ouais, mais en même temps, puis ma blonde, quand je regarde ça, comme elle comprend pas, là, trop, j'ai pas rapport. Là. C'est comme, t'es un être intelligent, pourquoi tu regardes ça? C'est vraiment ça son questionnement. Puis j'essaie de faire comprendre, c'est comme tout le monde aime la compétition. Oui. On aime ça, la compétition. Je veux dire, on écoute des sports pour ça. Il y a des compétitions de tout. Il y a des compétitions de chant, il y a des compétitions de stand-up, il y a des compétitions de tout. On aime ça, la compétition. Et ça, c'est l'ultime compétition, là. Ça peut pas être plus ultime que ça, là. 2 dudes qui ont le droit de tout faire. Ils sont tout nus. Puis ils peuvent s'étrangler, ils se kick, ils se donnent des coups de coude, des coups de poing, pas de coups de tête, mais tu sais, c'est tout, là. C'est les coups d'un couille non plus, mais ils peuvent tout faire. Tu sais, c'est la compétition ultime. Il faut que tu possèdes tous les arts martiaux. What the fuck? Tout. Bonne chance. Ouais, faut que tu sois à terre, debout. Si le gars est étrange, tu peux réagir, tu peux recevoir un coup de poing. Tu sais, c'est pas fair, c'est même pas un sport, c'est tous les sports. C'est comme, tous les arts martiaux. Faut que tu saches patiner, botter un ballon, être capable de nager, faire de la motocross. Go. OK. Moi, me débrouiller dans à peu près toutes ces affaires-là. Puis moi, ce que je trouve génial aussi, c'est que je pense que le sport, c'est toujours une métaphore. Ouais. Et ça, c'est la métaphore ultime. Tu peux lancer de ce que tu veux là-dedans. Tu sais, je pense que pour vendre un sport ou pour embarquer dedans, tu fais des histoires. Ouais. Ça c'est le riche, ça c'est le pauvre, ça c'est le gentil, ça c'est le méchant.
Ça, c'est ultime. Tu peux envoyer les symboles que tu veux. Ouais, puis souvent, malheureusement, c'est souvent des gens qui ont vécu dans des milieux difficiles. Fait que c'est souvent ça l'histoire, là. Tu sais, comme il est parti du ghetto, puis là, il travaillait fort, puis il est pas tombé dans les gangs de rue, puis là, il est sorti de là, puis là, maintenant, il est champion. Ben, moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est, je vais le mal le prononcer, le Khabib. Khabib, ben, on peut dire Habib aussi, je pense. Ben, lui, il semblerait de la région dont il vient. Il avait à choisir entre rejoindre ISIS ou lutter. C'est une région, genre, d'où il vient en Russie, c'est une région où les cadres, entre guillemets, de ISIS vont chercher des combattants parce que c'est des hommes particulièrement forts. Fait que lui, c'est un gars qui, soit il allait avoir une Kalachnikov, une Toyota, puis essayer de conquérir l'Irak, ou aller se battre à Vegas. Mais lui, moi, si j'apprends ça de quelqu'un... Moi, déjà, si lui existe, puis je sais que c'est ça son choix... Je n'irai pas là-dedans, vas-y. Oui, je suis rien. Oui, effectivement, ma mère, c'est une pute. Sais-tu quoi? Elle a les mœurs légères, je te le confirme. Voici la ceinture. Ben oui, c'est quoi? Il n'y a aucun pantalon qui va avec. C'est tatoué, man. Mais lui, c'est quand même assez fascinant. T'as vu la vidéo où il lutte avec un ours? C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais tu sais, lui, c'est un champion de sambo. C'est quoi le sambo? Le sambo, c'est l'art martial des gens du KGB. Fait que c'est pour tuer des gens, là, tu sais, carrément. Là. C'est un mélange de lutte, de judo. Ça ressemble un peu au truc en Israël, là. Ouais, je sais de quoi tu parles, mais je suis pas capable de le. Mais ouais, c'est carrément pour quand t'es en situation de combat, puis t'as plus ton arme, ben, essayer de tuer quelqu'un, là. Fait que c'est ça qui fait, lui, est champion là, de ça, puis il y en a beaucoup. Mais je pense que Poutine fait du sambo aussi, il est quand même bon en sambo. Il est bon au hockey aussi, on l'a vu. Mais lui, c'est un grand athlète, mais là, il est rendu vieux, là. Mais oui, c'est un killer, là. Il était dans le KGB aussi, je pense. Oui, la rumeur, c'est qu'il y a des meurtres à son actif. Probablement. Je le crois, là. Je te jure que je le crois. Mais oui, Khabib, c'est fascinant. C'est comme quelqu'un que... Pourquoi tu voudrais te battre contre lui? C'est Conor McGregor, là, qui essayait de l'intimider, puis ça, c'est comme... Aussi, je pense que c'est pas une bonne idée, man. Lui, je pense que l'islam, c'est important pour lui. Ben, en plus... J'irais pas là-dedans. J'irais pas dans l'islam. Ouais, parce que c'est ça qui tient sa vie en place. T'sais. Ouais, lui, il croit vraiment que c'est important, Dieu, puis les biens matériels, c'est pas important, puis c'est important de servir Dieu. Puis tu fais Dieu, pas bon. Ta femme, si le voit ressemble à une serviette. Bois de mon whisky, puis ouais, ok, tu vas là, toi. Mais ouais, ça, c'est quand même un moment incroyable qu'on a vécu. T'as sûrement vécu ça live. J'étais pas dans l'aréna, heureusement, mais je l'ai vu regardé live, ouais. Parce que ce qui s'est produit, c'est qu'Habib, il a battu McGregor. C'était pas assez pour lui. Il a sauté dans la foule pour essayer se battre. De puncher genre, son équipe, ses coachs, tout ça. Il voulait puncher tout le monde. Tu penses quoi, toi, que maintenant, la UFC s'est rendu, on s'insulte, puis c'est comme ça. Moi, je trouve ça débile que la seule manière de vendre un combat, c'est je t'aime pas. Ouais. Ta femme est niaiseuse, puis t'as pas de valeur. Là. Mais le pire, c'est que c'est ça qu'on retient. C'est ça que les gens. C'est ça qui retient l'attention, mais il y a plein de combattants qui se respectent, puis tout est beau, là, tu sais. Mais tu le sais pas. Ben non, parce tu sais pas, ça intéresse pas personne. En passant, il y a un combattant qui est très, très respectueux. Lui, ce qu'il aime dans le combat, c'est le défi. Mais tu sais, mettons, un des meilleurs exemples pour ça, c'est un gars qui s'appelle Stephen Thompson. Son surnom, c'est Wonder Boy. C'est lui qui s'est fait pogner de l'épaule? Bref, non. Okay. Non, c'est un autre gars. Lui, il est très clean cut américain. Son père, il a enseigné le karaté. Puis c'est une belle famille, gentille, puis tout ça. Puis récemment, il s'est battu contre un gars qui s'appelle Anthony Pettis, qui l'a knocké. Il était pas supposé se faire knocker par ce gars-là. Là, c'était vraiment un gars de catégorie en dessous. Puis il l'a knocké. Puis là, après ça, lui a fait une vidéo comme « Hey, gang, juste pour vous dire... » Lui, il s'est fait cold, knockout cold. Puis là, il est à l'hôpital, puis il fait une petite vidéo. Hey gang, juste vous dire vraiment merci pour le support. Puis en tout cas, bravo à mon adversaire qui m'a knocké. Il m'a dit, je l'ai pas vu venir. T'sais, il est super sweet, là. Il est vraiment fin. Puis lui, il tombe jamais dans les insultes, toujours dans le respect. Tu sais, les arts martiaux, c'est aussi beaucoup ça. C'est le respect de l'autre, la discipline. Dès que tu rentres dans un. Tu t'inscris dans un truc d'arts martiaux, c'est la première chose que tu apprends. Il faut que tu aimes les autres. Tu bows, puis tu respectes l'autre, puis tu essaies de te découvrir toi-même au travers de ça. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Là, moi, j'ai fait de la boxe, là, c'est pas la même chose, mais c'est ça qui est fou, c'est quand j'ai juste fait du sparring, là, mais t'es tout seul avec toi-même. Là, t'es vraiment, là, t'auras jamais été aussi seul que ça. Puis c'est là que tu découvres qu'est-ce que t'as à l'intérieur. Quand ça va pas bien, là, tu manges un coup de poing dans le ventre, c'est comme, OK, moi, je suis qui, là? Wow. Je suis celui qui va faire semblant que c'est correct puis continuer à avancer, ou je suis celui qui prend un genou à terre ou qui sauve en courant chez sa mère, ou je suis celui qui dig deep, là, tu sais. Tu découvres qui t'es complètement, ouais. Il y avait un coach de Mike Tyson, une fois il passait à Joe Rogan, puis il avait dit quoi de génial. Il avait dit Mike Atlas, ouais.
C'est pas le gars aux cheveux blancs, là? C'est Teddy Atlas, qui était l'ancien coach de Mike Tyson. C'est possible. De sa carrière, ouais. Il est à télé. Lui, c'est le gars à TV qui crie souvent. Ouais. C'est lui. Ouais, génial. ouais. Lui avait dit Mike Tyson, il est 0-5. Hein? Puis c'est quoi le rapport? Il disait parce que Mike Tyson, ses combats qu'il a gagnés, je lui accorde pas parce que c'est un meilleur athlète. Ouais. Un combat, c'est juste quand tu as une résistance. Et moi, quand il y a de l'adversité, ouais. Voilà, si tu combats l'adversité un peu comme ce qu'a fait Mohamed Ali contre Joe Frazier, puis aussi ce qu'a fait Mohamed Ali contre Foreman, puis c'est comment tu réagis contre l'adversité. Puis à chaque fois que Mike Tyson a eu de l'adversité dans le ring, il a perdu. Mais il l'a haï pour mourir, par exemple. Teddy Atlas a haï Mike Tyson pour mourir parce que... c'est du gossiping. Mais ça, c'est su. Là. Je veux dire, il y a un film sur Mike Tyson, il le dit. Mike Tyson le dit aussi, puis Teddy Atlas le répète souvent parce que ces gars-là, je pense qu'il y a 2 ans, la première fois qu'ils se sont serrés la main depuis... Tu sais, lui était coach au début. Il était l'assistant coach de Cos D'Amato, qui était le principal coach. Qui a découvert Mike Tyson et qui a fait Puis Mike Tyson a comme agressé la fille de Teddy Atlas, mais agressé, on sait pas ce qu'il a fait. Là. Il a-tu pogné une fesse ou on n'a aucune idée. Puis Teddy Atlas, lui, c'est un bad motherfucker. Là. Il est arrivé avec un gun sur la tempe à Mike Tyson. Tu touches plus jamais à ma fille, mon esti. Puis depuis ce temps-là, ils sont plus amis. Ben, ça brise une relation habituellement, tu sais. Habituellement, oui. Habituellement, un gun, ça tempe, ça brise une relation. Puis c'est ça. Fait qu'il l'a toujours haï, mais je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit. Je trouve que c'est vrai. Tu connais la valeur d'un athlète ou d'un individu tout court dans l'adversité. Ouais. Wow. Et quand tu sparrais, est-ce que t'as-tu arrêté parce que t'avais peur pour ta tête? Parce que toi, dans le fond, une commotion, c'est pas bon parce que c'est tes idées, puis ta mémoire, ça serait peut-être que j'ai oublié mon spectacle, j'ai une gauche. Ouais, mais je dis ça, j'ai sparé, je pense que ça m'est arrivé comme 4 fois dans la vie. Là, c'est plus que moi, mettons, c'est plus que bien du monde. T'as raison. C'était comme... J'ai réalisé que à chaque fois que tu recevais un coup, c'était une mini commotion cérébrale. Ça, je savais pas ça. Je pensais que tu sais, les petits coups, ça faisait rien. Ben, ça faisait rien. Ça faisait un peu mal, mais pas plus que ça. Puis que les gros coups, ça, c'était une commotion. Mais j'ai réalisé qu'aussitôt que je mangeais un jab, il y a quand même un petit noir. Pendant comme une petite fraction de seconde, il y avait un black. Là, je fais comme, OK, fait que c'est des petites commotions cérébrales. C'est juste qu'elle est moins grave. Mais à répétition, ça, tout le temps, c'est sûr que c'est mauvais sur un cerveau. Tu n'es pas obligé d'en avoir une grosse pour que ça soit mauvais sur ton cerveau. Mais j'ai pas arrêté à cause de ça parce que je t'avoue que quand j'ai vécu ça la première fois, j'étais un peu accro. J'étais comme, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça manger un coup de poing. J'aimais ça comme, oh mon Dieu, ça fait mal. Ça te réveille complètement. Tu as l'adrénaline dans le tapis. Tu pourrais pas être plus focus que quand tu manges un coup de poing sur le nez. Tu sais, t'es complètement focusé. C'est comme, là, je peux pas avoir la tête ailleurs. Il faut que je focus là-dessus, là, sinon je vais en manger un autre. Tu comprends? Oh, wow. Fait que, ouais. Mais il y a ça aussi... Je trouve dans la scène. Je sais pas si tu trouves que j'ai raison là-dessus, mais quand tu fais de la scène, c'est tellement prenant, il y a de l'adrénaline, puis il faut tellement que tu sois là à 100%. Moi, c'est dans des rares moments où je suis là. Je suis complètement là avec les gens. Là. Tu sais, je peux pas penser à mon épicerie, puis tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressemble là-dessus. Mais moi, ce qui est différent, mais on est très différents je pense à notre expérience, c'est que moi, je vis encore le track. Je suis encore... Tout ce que je vis, c'est « Ah, mon Dieu, je suis sur scène. Ah, mon Dieu, je suis sur scène, il respire bien. » C'est quoi? Moi, je pense que le track, là, moi, je l'avais au début, là, big time. Tu sais, moi, les 2 premières années que j'ai fait de l'humour, je me suis dit, ça sera pas ça. Je peux pas continuer ça. Ça n'a aucun bon sens. Je peux pas vivre ça. C'est fascinant, quelqu'un d'introverti qui fait de la scène. Je trouve ça beau. Ouais, ben, c'est se faire violence, là, carrément. Cool. C'est se faire violence à l'extrême. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon. Man. Non, mais pour vrai, c'est bon. C'est bon pour toi. C'est bon pour ta personne. Tu sais, moi, ça m'a vraiment fait évoluer en tant que personne. Mais les 2 premières années, j'étais comme, c'est impossible que je fasse ça là, pour le restant de ma vie. Sauf que je pense que le truc là, pour arrêter d'avoir du track, c'est de vivre toutes les expériences possibles. Tu sais, toutes les pires shows de l'univers. Mais toi, tu as une période juste avant ton premier show où tu as tout vécu. Tu as vécu le balcon de Trois-Rivières où il y a des motards, tu as vécu les pires corpos. J'en fais encore des affaires épouvantables qui me terrifient. Des shows fucked up que tu nous as fait. Pas que tu as fait des shows fucked up que tu as vécu. J'en ai vécu pas mal. C'est ceux qui m'ont marqué quand même. J'ai fait un corpo à un moment donné. C'était pour une petite compagnie. J'étais payé quand même assez cher. Fait que tu sais, j'arrivais là. C'était pas mal. Un corpo en passant, c'est tu fais un spectacle pour une compagnie. Ouais. C'est un corporatif. C'est une entreprise qui paye un clown pour faire rire ses employés. T'es la bitch de la soirée. On te paye pour ça. Puis c'est correct. Je veux dire, c'est rare que c'est facile. J'ai pas envie de dire oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est beaucoup d'argent en général. Là. Puis moi, j'étais à un bon moment de ma carrière, fait que je suis quand même payé pas mal cher. Puis là, j'arrive là
Et là, il n'y a pas de stage. Là, je suis comme, OK. C'est comme, ah, c'est pas grave, tu vas jouer en avant du buffet. Là, je suis comme, ouais, OK. Tu sais, mais j'en ai vécu des affaires là même. Fait que je suis comme, c'est pas trop pire, là, mais garde, OK, c'est bon. Là, il n'y a pas de micro. Puis là, je suis comme, non, ça n'a pas de bon sens, là, pas de micro. Trouvez-moi un micro. Là, c'est comme, OK, on va checker avec un dude. Puis il y avait déjà un système de son. Là, ils jouaient de la musique. Fait que, tu sais, plugger quelque chose en console, je m'en fous, mais ça me prend un micro. Ils ont finalement réussi à me gosser un micro, mais qui n'a pas beaucoup de fil, tu sais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fil. Je pognais sa console, là, tu comprends? En plus, toi, tu bouges sur scène. Je bouge. T'es très... Mais bon, je m'adapte dans ce temps-là. Et là, j'arrive là sur la scène. Je sais pas une scène, il n'y a pas de scène, là. Et les gens sont complètement sous. Je passe tard le soir, là. Les sons sous-morts. Un party job, on boit un party job, sont sous-raides. Et là, ils crient tout le long, ils écolent. À un moment donné, je fais une joke genre sur des faux seins, je pense. Puis là, il y a une fille qui se lève. Mais tu t'insulteras pas les faux seins. Puis là, elle monte, je veux dire, elle me rejoint. Elle me rejoint, puis là, elle se pogne les boules. Puis c'est un pogne-les, tu vas voir, ça file comme des vrais. Puis je suis comme, OK, aïe, là, j'y touche pas. Mais je suis comme, va te rasseoir, là, madame. J'essaie juste de terminer mon affaire. Et là, ça finit. Ils se mettent à me pitcher du pain. Ils me pitchent des affaires. Puis là, j'ai fait comme fuck that. J'ai quitté. C'est la première fois que j'ai comme fait fuck that, j'ai quitté. Puis je pense que c'est la seule fois que mon gérant il m'a vu complètement piste. Là. Tu sais, je criais. Est-ce que c'est vrai que tu disais je veux mon chèque avant de partir? Ouais. Oui, ouais. Il paraît qu'une fois on m'a compté. Non, ça c'est une autre affaire. Veux-tu me raconter? C'est une autre affaire, mais je vais finir c'est une légende. C'est une légende, moi, dans le milieu, on m'a conté ça. Je vais finir cette anecdote-là, mais là, Michel est comme moi, mais là, il faudrait. Michel, ton gérant, ouais, Michel, mon gérant, qui est avec moi. Puis lui, il a tout vu ça, tu sais. Puis là, je sors de la non-scène. Et c'était comme dans un espèce d'hôtel. Fait que là, moi, j'avais une chambre, puis tout ça. Ah, puis là, parti, t'étais pogné là. Et puis là, mais c'est ça, je dis, OK, là, on quitte. Là, je dis, non, faudrait rester, tu sais, parler au monde. Et là, je gueule comme, fuck off, on décolle. Et je suis piste, là. Puis j'étais comme, ils enverront le chèque, j'en ai rien à chier, fait que j'ai quitté, j'ai pas dit salut à personne. J'étais vraiment. C'est une des fois, je veux dire, c'est humiliant. Ben oui, tu vas lancer du pain. Ça a aucun sens. T'étais vraiment le fou du roi, là. T'avais quasiment un petit chapeau. Ouais, j'étais la bitch, là, comme on disait. Là, fait que Michel, il a fait le saut là, quand il m'a entendu crier, il m'a jamais vu de même. Puis... T'es jamais en colère, t'es jamais vu en colère. Non, c'est très rare. Fait que là, cette fois-là, j'étais vraiment en colère. Mais l'autre fois que tu parles, c'est un show. Ça, c'est plus au début de ma carrière. Je faisais un gros corpo, là. Vraiment une grosse affaire parce que c'était comme une compagnie qu'eux autres, ils font des corpos pour plusieurs compagnies. Fait que là, tu sais, ils louent une grosse salle. Fait que là, il y a plusieurs compagnies qui sont là, qui ont toutes à peu près le même souper, puis ils ont le même spectacle. Mais vu qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer un corpo tout seul, ils se mettent ensemble, puis ils se payent un corpo collectif. Et là, moi, j'arrive sur scène et comme il y a de tous les âges, de toutes sortes d'individus, plein de gens qui s'en foutent, qui en ont rien à chier. Et ça écoute pas. 0, 0, 0, 0. Il n'y a rien qui se passe. Là, combien de temps tu dois faire? Je dois faire 45 minutes. C'est long! 45 minutes. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être 1 heure, mais c'est 45 minutes. Fait que je suis comme, OK, là, je commence à le faire. Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, il n'y a personne qui écoute. Rien. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que je fasse? Je veux dire, je vais juste finir mon 45 minutes, puis ça va être ça. Là, je veux dire, je veux mon chèque, puis c'est tout. Là. Et là, la fille qui organise ça vient sur le côté du stage, puis elle fait comme, tu débarques, tu t'en vas. Puis là, je suis comme, puis là, moi, dans le micro, là, je suis comme, non, moi, je m'en vais pas. Là. Moi, j'ai 45 minutes à faire, là, tu sais, c'est ça mon contrat. Et on commence à s'ostiner sur scène. T'as fait comme, non, tu débarques, là, ça marche pas pantoute, là, tu le vois bien. J'en ai rien à chier que ça marche pas pantoute. T'as-tu vu à quel point c'est des épais? Je veux mon chèque. Je vais faire le 45 minutes au complet. Tu me donnes mon chèque. Ouais, comme, non, t'auras pas ton chèque. Je veux mon chèque. Puis mais ça a bien fini quand même parce que tu sais, il y a des jeunes, ils ont entendu ça en fait comme holy shit, il se passe de quoi là, ce gars-là, il est fou. Fait qu'ils se sont tous amoncelés autour de la scène. Fait que j'avais comme à peu près 50 jeunes qui sont venus autour de la scène. Puis j'ai fini par faire le restant de mon 45 minutes avec du matériel. Puis j'ai eu du fun. C'était correct finalement. Mais juste eux autres, tous les vieux, là, comme. Il n'y en avait rien à chier. Là, ils étaient sous, ils s'en foutaient. Puis là, en sortant de scène, tu sais, elle est comme, non, je te payerai pas pour ça. Puis je suis comme, regarde, dans le contrat, c'est ça. Tu me payes, je m'en fous là, si t'as aimé ça ou pas. Là, c'était pas ça, c'est pas de l'appréciation ton affaire. Là. Moi, je suis payé là, pour ça. Puis on a eu de la misère à avoir le chèque. Ça a été, ouais, ça a vraiment été difficile, mais on l'a eu. Wow! Ouais. Michel, veux-tu me conter comment vous êtes rencontrés? Comment c'est devenu ton c'est quand même drôle, ça. Je pense que j'ai jamais compté ça. C'est quand même une bonne anecdote. Je faisais la première partie de Mike Ward dans un bar. Au Bourbon. Je sais pas si tu as vécu cette époque-là, toi. Non, ouais, okay, mais il y a eu une époque où c'était une des plus grosses soirées au Québec. C'était le Bourbon Street, un bar. Saint-Adèle, je pense. Ouais, je pense que c'est Saint-Adèle. C'est très Saint-Adèle. On va recopier la Louisiane. Ouais.
La Louisiane de Saint-Adèle. Ah ouais, on va... Ouais. Nous, l'Orléans, c'est nous autres. Puis c'est ça, c'est Mike qui est le headline, là, c'est affiché, puis les billets sont plus chers, puis ça. Puis moi, c'est la première fois que... ça fait même pas un an que je fais de l'humour. Je fais mon matériel... Du matériel d'observation, puis je suis nerveux, puis tout ça. Puis c'est la première fois que j'ai headline. En fait, pas j'ai headline, mais j'ouvre pour quelqu'un qui est big comme Mike, fait que je suis bien nerveux de ça. Puis ma soeur me suivait à l'époque parce que je commençais à trouver ça impressionnant. Ah ouais, tu fais un show à cette place-là, je vais te suivre. Fait qu'elle est là avec moi. Puis Michel, il est dessus, là, toute la soirée. Là. Il est comme, ouais. Puis là, il vient me voir avant que je monte sur scène. Là. Moi, je suis super nerveux. Là, faire la première partie de Mike Ward, pour moi, là, à l'époque, là, je veux dire, c'est l'accomplissement de ma carrière. Tu comprends? C'est l'affaire la plus big que j'ai faite. Et là, avant de monter sur scène, puis il est en arrière. Moi, je connais pas ce gars-là. Là. J'ai jamais rencontré de ma vie. Je sais à peine que c'est le gérant de Mike Ward. Il est comme, hey, ta sœur, ta sœur. Là, je suis comme, hey, lâche. Pour vous donner une idée, Michel Grenier, c'est Mike Ward, mais extraverti. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, vraiment. Puis comment ta sœur est belle, ta sœur. Moi, ça me prendrait une fille de même, mais si une fille comme ta sœur. Puis là, je suis comme, OK, whatever. Là, je veux dire, es-tu célibataire, ta sœur? Je dis, ouais, célibataire, ma sœur. Puis il est comme, hey, pourquoi des filles de même tombent jamais en amour avec moi? Comment ça, moi, je pogne pas des filles de même? Là, je suis comme, mais sac-moi patience. Et que là, je vais sur scène, je me plante, là. Genre, je me plante monumentalement. C'est la première fois de ma vie que je me suis planté à ce point-là. Là. Ça allait quand même bien, mon début de carrière, mais j'avais pas vécu toutes les expériences. Là. Pour moi, un bar sous, plein à craquer qui vient checker Mike Ward, je peux pas maîtriser ça. Là. C'est impossible. Fait que je me plante. Fait que là, ma soeur est comme vraiment pas bien par rapport à ça. Elle est comme, oh mon Dieu, elle voit son frère se planter pour la première fois. Puis là, moi, je suis comme, bon, je me suis planté, c'était pas le fun, là, mais je vais aller checker le show quand même. Et là, il est dessus tout le long. Tu veux-tu de l'eau? Tu veux-tu une bière? Puis elle est comme, mon frère vient de se planter. C'est quand tu me gosses, là, va-t'en. Et là, la soirée a fini que il y avait Perez qui était là aussi. OK. Michel puis Perez puis pour impressionner ma soeur, il commence à dire qu'il court plus vite que tout le monde. Dans la loge. Mais quoi, Michel, il a pas la shape d'un gars qui court vite. Il court vite. Fais-moi confiance, il court. C'est Ocean Bolt. Mais il a fait du football puis tout ça, les shows de football. Je joue comme ça, mais avec, il est rapide. Je retire ce que j'ai dit. Ouais. Il dit qu'il court plus vite que tout le monde, puis là, Perez est comme fuck off, tu cours pas plus vite que moi. Puis là, Michel, il est comme non, je cours plus vite que toi. Puis là, ma soeur est là comme oh mon Dieu, que c'est gênant, ces gens-là. Là, on les connaît pas. Là. Puis là, ça finit. C'est l'hiver. Là. C'est l'hiver. Ils s'en vont dehors, dans le stationnement. Michel Grenier contre Martin Perisolo en shoes qui glisse sa glace. Puis il a battu Perez. Il a gagné, il a couru. Puis lui, il est sûr que, tabarnak, j'ai impressionné tout le monde ici, mais tu sais, non, tout le monde est gêné de ça. Fait que bref, ça a été ça la première fois qu'ils se sont rencontrés. Puis que j'ai rencontré Michel aussi. Puis là, après ça, il l'a réinvité en date, puis elle voulait rien savoir. Mais finalement, à un moment donné, elle a cédé. Puis, tu sais, Michel, quand tu le connais plus, tu vois, c'est vraiment une bonne personne. C'est quelqu'un de généreux. Il est super. Là, c'est vraiment un bon être humain. Mais à premier abord, tu sais pas trop. Tu sais pas de quel bord le prendre. Mais quand tu le connais, c'est vraiment quelqu'un de cool. Fait que là, ils sont tombés en amour. Puis tout ça. Puis ils ont sorti ensemble. Puis un peu plus tard, moi, j'avais un gérant à l'époque qui était comme assez louche, là. Puis là, j'ai décidé de dropper ce gérant-là, puis j'ai... Pour le gars qui crouse ta sœur? Ben, tu sais, je veux dire, je me suis dit, c'est un safe bet, là. Il pourra pas, me crosser, je veux dire, il sort avec ma sœur, il est dans la famille, tu sais. Fait que ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Michel. Ben ouais, mon gérant d'avant, c'est quand même une histoire... Tu peux en parler? Ouais, il y a une histoire particulière avec ça parce que lui, il a droppé la business, mais toi, t'as pas vécu ça. Je nommerai pas son nom parce que c'est pas gentil, mais il gérait Stéphane Poirier aussi. Puis sa carrière de gérant a terminé quand, à Juste pour rire, Stéphane Poirier, tu sais, lui, il commence. Là, Stéphane Poirier, tu sais, c'est comme un peu le buzz, puis tout ça. Puis là, il fait un numéro. Puis le standing, c'est tellement important à cette époque-là. Là. Quand tu fais Juste pour rire, il faut que tu aies un standing. Et on voit Stéphane Poirier fait son numéro. Et là, gros plan sur le gérant de Stéphane qui part un standing. C'est lui-même qui se lève, puis qui clappe, puis tout ça. Puis après ça, les gens suivent le standing. Et là, tout le monde a fait comme tabarnak. Ça a eu l'air vraiment toton, le gérant qui part un standing. Puis après ça, on a pu entendu parler. Il est parti. Ouais. Ça avait l'air un peu ridicule. Wow! Ouais, fait que c'était mon gérant avant ça.
Il partait pas de standing pour toi, c'est très méchant. Ouais, Il n'y a pas eu l'occasion, j'avais pas fait de gala encore. Ouais. Ça a pris combien de temps, moi, de découvrir ton style? Parce que pour t'avoir suivi, t'as eu plein de styles. Là. Ouais. Tu sais, moi, je dis souvent que moi, c'était tellement tough pour moi faire du stand-up, c'était tellement comme angoissant que je voulais juste des rires au début. Fait que peu importe ce qui faisait rire, je le faisais. Là. On n'avait rien à chier. Là. Si c'était pour faire de l'humour physique ou faire de l'humour d'observation, j'en ai rien à chier. Là. Riez, moi, je suis en train de mourir ici. Là. Je veux juste survivre. Puis là, à un moment donné, je suis devenu plus à l'aise là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu des idoles comme George Carlin, Bill Hicks, tout ça. Fait que j'ai toujours eu l'envie de faire quelque chose qui ressemblait à ça, mais je chantais pas, j'avais pas la confiance pour ça. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé petit à petit à faire des affaires comme ça, puis c'était difficile au début, tu sais, mais en fait, c'est encore difficile de faire ce style-là. C'est vraiment compliqué. Mais j'ai commencé à trouver mes repères là-dedans, puis j'ai commencé à avoir du succès là-dedans, puis j'ai commencé aussi à réaliser que, OK, je me différencie quand même des autres. Il n'y a pas de tant que ça qui font ça. Fait que c'est devenu... j'ai développé mon style là-dedans, mais j'ai choisi une voie à un moment donné. Là, j'ai décidé comme, OK, je vais essayer d'être moi-même, donner mes opinions que j'ai vraiment d'envie, puis essayer d'explorer des sujets que je trouve complexe. Là. On dit souvent il faut trouver ton personnage de scène. Tout ton personnage de scène, c'est toi dans ton salon. Là, mais mais x10, c'est ça. x10. Tu sais qu'est-ce qu'il va dire. Là, Ouais, sauf que c'est quand même un choix que tu fais. Je sais pas pour toi, là, mais moi, c'est un choix que j'ai fait que certains traits de ma personnalité vont être amenés sur scène, mais il y en a d'autres qui sont pas payants pour moi. Je veux dire, être réservé là, puis être timide, c'est pas payant sur scène. Je sais pas comment je pourrais rendre ça payant. Là. Il y a un malaise super awkward. En plus, toi, tu fais des salles. Le gars au balcon, il est style. Ouais, c'est ça. Mais fait que ça, j'ai choisi certains traits de ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un quand même d'impulsif. Aussi, il y a quelque chose de colérique aussi en moi. Là. Il y a un petit volcan là, qui bouille à l'intérieur. Il y a quand même ça. Là. Fait que j'ai choisi ces traits de personnalité-là. Je les ai amplifiés un peu. Puis j'ai travaillé de quoi autour de tout ça quand même. T'sais. Mais il y a plein d'autres traits de ma personnalité que sur scène, je sais pas ce que je ferais avec ça en fait. Peut-être c'est moi qui manque d'imagination aussi. Je pense que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Là. Mais il y a aussi, tu as choisi quelque chose, tu été confortable là-dedans, c'est ce que tu veux présenter. Mais tu sais, puis j'essayais de penser à ça, je me disais comme, il y a sûrement des gens introvertis. Tu sais, mettons, André Sauvé, très introverti, il parle beaucoup de ça, mais ils sont extrovertis sur scène. Tu sais. André Sauvé, il est verbomoteur, il parle beaucoup, il fait des jeux de mots à travers tout ça, puis comme dans sa tête, puis ça, mais il nous expose c'est quoi un cerveau d'introverti, mais il n'est pas introverti sur scène en ce moment. Mais la majorité des humoristes sont introvertis, non? Ouais, sûrement la majorité. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Ceux qui sont extravertis, c'est bizarrement souvent les auteurs, les gérants et les gens qui font la variété. La variété, eux, c'est du extraverti. Ouais, big time. Ouais, j'avoue. Ça prend ça, je pense. Mais ouais, t'as raison. Mais c'est spécial quand même parce que je réalise avec les années que c'est beaucoup des introvertis qui ont développé autre chose, qui ont développé une extraversion. Un art. À l'extérieur de la scène aussi. C'est un art. Mais pas seulement sur scène, à l'extérieur aussi, tu sais, comme ils ont développé leur code, ils ont développé leur personnalité autrement, tu sais, une personnalité showbiz aussi à l'extérieur. Catherine me l'a déjà dit, puis elle s'en cache pas. Moi, quand je travaille, c'est quand je passe à la télévision. Ouais. Quand je suis à certaines émissions, je mets un certain. Hey, je suis Catherine Levesque! Parce que, je pense, je suis de la pudeur, tu veux pas montrer ta vraie personnalité. Puis deux, ton objectif, c'est quand tu comprends que c'est un code, c'est un médium. Ouais, ça, je l'ai pas compris encore. Toi, c'est particulier parce que t'es un des rares au Québec, même peut-être un peu moins aux États-Unis, mais t'es un des rares qui ne fait que de la scène. C'est vraiment ton art favori, c'est tout ce que tu veux faire. Ouais, mais je commence, je te dirais, un peu à avoir envie de faire autre chose, parce que c'est comme too much. OK. C'est comme tout le temps ça, puis c'est très prenant. La scène, c'est très... j'ai utilisé le mot tantôt, mais c'est violent quand même. C'est comme soir après soir, être devant des gens, s'exposer aussi. Je commence à trouver ça de plus en plus lourd, plus les années... Si tu veux... Ton objectif, c'est de passer plus de temps avec ton enfant? C'est pas juste ça. Okay. C'est pas vraiment un problème, en fait, je te dirais, parce que les shows sont le soir, je le vois le jour, fait que il dort là, quand je fais des spectacles, fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, c'est vraiment... je sais pas, avec les années, je trouve que c'est... je l'ai dit à ma première là, dans mes remerciements, mais moi, c'est la première fois de ma carrière que la scène, ça passe en deuxième. Puis
puis je me trouve meilleur qu'avant, tu sais. Quand c'était mon focus principal, que c'était juste ça, j'avais la tête dans le cul un peu, là, tu sais. J'étais trop nombriliste là-dedans, je voulais trop performer là-dedans, puis quand tu veux trop, ça paraît, là, puis t'étais comme complètement trop là-dedans, puis là, depuis que je suis plus lousse, un peu plus relax, un peu plus détaché, on dirait que je me sens meilleur dans ce temps-là. Je sens que j'ai un meilleur recul, en fait, sur cet art-là. Ben moi, c'est ce que j'ai observé de chez toi dans ton dernier spectacle. T'es vraiment détendu sur scène. Ouais. Oui, des fois, tu parles de névrose parce que tu peux juste montrer salut, je suis détendu. T'es très détendu, t'es très. Pas mou, mais t'es très. Mais c'est parce que quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, asti, c'est stressant, tabarnak. Là, je me rends compte. Si tu pètes tous tes œufs, qu'est-ce que tu fais? Je me rends compte. Il y a un sentiment d'urgence de oh mon Dieu, il faut que ça marche, sinon je vais me suicider. C'est comme tabarnak, c'est ok. Mais moi, ça me fait rire aussi. Il y a beaucoup d'humoristes qui glorifient ça. Là. La scène, c'est toute ma vie, puis je veux dire, 100% de ma vie. Comme... Ils ont 26 ans aussi. Hein? Ouais. Il y a ça aussi qui joue. Mais des fois, ils sont rendus plus vieux aussi, puis c'est encore ça. Puis je comprends ça. Je comprends parce que pour être bon dans quelque chose, il faut que tu donnes à 100%, mais à un moment donné, je pense que tu peux dépasser une ligne où t'es trop là-dedans. Là. T'as plus assez de recul, t'as plus assez de flexibilité en toi pour pas te prendre au sérieux dans cet art-là. Fait que j'essaie de... Mais tu sais, je te dis pas que je maîtrise ça, là, en passant. Je suis là-dedans. Je suis dans des réflexions par rapport à ça. Ouais. Veux-tu nous dire quel autre médium tu voudrais faire? Mais j'aimerais ça développer des trucs auteur, tu sais, être peut-être derrière une caméra, mais pas réalisateur, mais comme faire des projets puis que ce soit pas moi qui soit à l'avant-plan. Comme, c'est quoi, je pense que c'est la pression. Mais t'es un concepteur déjà. Les 5 prochains, c'est ton idée, là? Ouais. T'es déjà un concepteur, t'es déjà bon là-dedans. Ouais, mais c'est ça. Le pitch-off, c'est pitché puis ouais, je développe d'autres idées en ce moment. J'essaie de faire avancer des trucs, des projets. Fait que je suis un peu plus là-dedans. C'est frustrant, hein? Moi, j'ai arrêté d'être auteur pour ça. Ah ouais? Hein? C'est une des raisons pourquoi j'ai un podcast aujourd'hui puis je m'en vais dans des... T'avais pitché beaucoup de projets. Pas que j'ai pitché beaucoup de projets, c'est que je trouve ça vraiment, vraiment difficile de toujours... j'aime pas je veux pas que ça change, là, mais j'aime pas l'idée du comité. Ah ouais? Faut que tu convainques 4 personnes toujours. Je suis sûr que t'ailles... Ah mon gars. Écoute, je prends... je prends dire beaucoup par rapport à ça. Mais toi, tu as eu plus de pitch que moi. Toi, tu t'es fait dire des choses aberrantes. Là. Quand tu pitchais des affaires, là, tu t'es fait dire... Ouais. Je me suis fait dire des trucs, mais même tout récemment, je me suis fait dire des affaires que je sais. Mais tu sais, c'est ça qui est fucké. Il y a une grande frustration quand tu fais de la scène parce que c'est direct. Tu as le contact direct avec les gens. Tu fais une joke, tu le sais directement si ça marche ou pas. Puis je veux dire, bon, des fois, ça dépend du public, mais en général, tu peux gager ton matériel. Mais là, t'as aucun pouvoir là-dessus. Tu présentes quelque chose, ça peut être génial. Ça peut être la meilleure affaire de tous les temps. Puis ils peuvent faire comme... Ben, c'est de l'estimement, voyons donc, sors de mon bureau. C'est une personne qui décide ça, un comité, là, quelques personnes. Mais ouais, j'en ai jasé avec les Denis, puis ils me disaient comme, tu sais, faut toujours que tu te rappelles que Claude Meunier, ça a pris 10 ans avant qu'il ait accepté la petite vie. Là, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Ou dans une galaxie près de chez vous. Ah, ça, je savais pas. Claude Legault, il a pitché pendant des années. Incroyable, hein? Ouais, puis tu te fais dire des projets qui sont pris en 3 mois, puis tu fais ah ouais, c'est pris 3 mois. OK, c'est bon. Ouais, mais c'est ça, c'est la sensibilité de quelques personnes, puis des personnes qui, tu sais, des fois, moi, je me rappelle avoir pitché un truc, là, puis je nommerai pas la station. Puis anyway, je pense que cette personne-là est plus là. Mais t'as pitché un truc à des gens. Ouais, c'est ça. J'ai pitché un truc à des gens. C'est une émission, mais il y avait du stand-up là-dedans, mais il y avait plusieurs affaires, mettons. Puis là, je commence à dire comme... tu sais, je commence à donner des référents essayer de situer ce projet-là, puis je leur nomme des humoristes. Puis tu sais, je nomme des affaires comme... ouais, tu sais, Louis C.K., Chris Rock... Qui? Ouais, Louis C.K., lui qui est le plus populaire en ce moment, là. Puis là, aucune idée. De rien. Puis là, je suis comme... OK, mais... Je veux dire, à qui je suis en train de pitcher? Je veux dire, c'est comme je pitchais à ma mère, esti. Faut que ma mère, genre, décide comme, ouais, je sais pas trop, moi, j'écouterais pas ça. C'est fucké quand même quand les gens ont pas les référents, ils savent pas trop de quoi tu parles. Fait que, moi, c'est ça que je trouve extrêmement frustrant en télé ou en radio, whatever. Ouais. Oui, je comprends. Oui. Mais quand ça fonctionne, on rejoint plus de gens, ça a un impact autre sur la culture. Je trouve que c'est des médiums extraordinaires. Y accéder, je trouve ça extrêmement frustrant. Ouais. Je trouve ça vraiment difficile. Mais c'est un club aussi, c'est ça qui est poche. Oui. C'est un club privé, un club select, on se connaît, t'es mon ami, je fais confiance à tes projets. Il y a des boîtes de prod qui tous leurs projets sont acceptés ou presque, il y en a d'autres qui un peu moins. Fait que c'est compliqué. Ouais. Oui. Ouais. C'est très compliqué. Sinon, qu'est-ce que tu...
quand tu as commencé à... Attends, je retrouve une question plus fun que ça. Là. Je pense que je suis un peu fatigué. Oui, on va finir ça maintenant. Juste prendre un petit moment en passant. Il y a environ 4-5 ans, tu t'as fait de quoi d'hyper gigantesque pour moi, mais je t'ai jamais remercié. Moi, comment j'ai développé mon sens de l'humour, c'était sur Facebook, c'est en écrivant des jokes. OK. Puis ça me faisait beaucoup peur parce que n'importe qui peut t'insulter. Puis il y a environ 4-5 ans, quelqu'un est venu m'insulter puis me disait que j'étais vraiment pas drôle. Et t'es venu me défendre. Ah ouais, j'ai fait ça, moi. T'es venu me défendre et t'es venu... En gros, ce que tu disais, c'est... Ben, c'est une joke, puis si t'es pas content, vote. Hein. Puis si t'es pas content, tu peux te désabonner, puis ça m'a vraiment fait plaisir. Je t'ai jamais remercié. Et aussi... Puis aussi, après avoir fait ça, ça m'a donné la force parce que c'est quelqu'un que j'ai admiré depuis ma sortie de l'École nationale de l'humour. C'est quelqu'un que j'admire énormément. J'admire ton talent, je parle de moi. J'admire comment tu fais de la scène. Je trouve que tu me rejoins beaucoup. Ben, merci. Et même si c'est drôle parce que c'est après un de tes spectacles que j'ai rencontré, que ça a un peu changé ma carrière d'auteur parce que je suis allé voir un spectacle. C'est là que j'ai de toi, tout seul. Je m'en souviens à l'époque, tu portais des chandails des vulgaires machin. C'était au musée. Un excellent spectacle, au musée Juste pour rire. Ah ouais, OK, ouais. J'ai rencontré Alexandre Douville et ensuite, qui m'a fait rencontrer Adib. C'est comme ça que ma carrière a commencé. Ah ouais, hein? Fait que ça, je te remercie. Mais surtout, je te remercie de faire l'art que tu fais. Je sais que c'est extrêmement difficile. Je sais que non seulement monter sur scène avec tes idées, c'est difficile de les construire. Tu fais pas beaucoup de choses faciles. Et grâce juste à ce que tu existes, tu fasses de la scène, ça aide des artistes comme moi ou pour d'autres à essayer des affaires très, très, très difficiles. Puis... je sais que des fois, tu as vécu des moments où beaucoup d'isolement parce que des fois, tu t'es con, tu prends parole. Et je voulais te remercier de prendre parole, je te remercie d'être différent. Et je voulais aussi, la prochaine fois que tu prends position, puis que c'est difficile, contrairement à la dernière fois, je vais pas te laisser tout seul, puis je vais essayer d'être derrière toi. T'es bien fin, t'es bien fin. Juste en étant toi-même, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Ben, c'est gentil, mais je trouve que je l'apprécie, premièrement, puis je trouve que c'est important de faire ça, de le dire aux gens qu'on admire, qu'on les trouve bons, parce qu'on est toujours tout seul dans nos affaires, puis moi, j'essaie de le faire aussi. Là, des fois, j'ai des gens que je connais pas pantoute, là, je leur écris, hey, toi, musicien, whatever, hey, j'apprécie vraiment ce que tu fais, j'aime que tu repousses les limites, moi, ça m'inspire. Puis je pense que c'est important qu'on le fasse. Puis je trouve que ça me touche ce que tu dis là parce que j'ai trouvé que dans les controverses que j'ai eues dans le milieu de l'humour, je me suis senti comme assez isolé. Puis j'ai réalisé que les collègues, des fois, sont un peu... Puis je le comprends aussi. On veut garder nos acquis, on veut garder nos affaires, puis tout ça. Puis moi, ce que j'ai observé quand c'est arrivé, ma réflexion, c'était très politique et très cynique. C'était en quoi l'aider, ça va m'aider moi. Non, mais c'est sûr. Puis ça, c'est pas quelque chose que je veux... À l'avenir, c'est pas quelque chose que je veux refaire. Je comprends. Pour toi ou pour d'autres personnes. Je comprends, mais je te dirais quand même que viens pas nécessairement dans ce bateau-là parce qu'il coule de toute manière, tu sais. Fait que, non, mais pour vrai, c'est comme dans ces moments-là, si tu t'associes à quelqu'un qui est comme lynché à ce point-là, tu vas être associé à ça, puis c'est extrêmement nuisible. Fait que je peux comprendre les gens qui le font pas parce qu'il y a des réelles conséquences. Puis, tu sais, moi, quand je prends des positions des fois controversées puis difficiles, des fois, je le regrette après parce que je fais comme, OK, mais tu sais, ça valait-tu vraiment la peine d'aller aussi loin dans ce truc-là quand il y a des conséquences là, réelles. Peux-tu nous en nommer? Qu'est-ce que t'as-tu... Ah, tu sais, moi, il y a des endroits où je suis barré, il y a des gens qui veulent pas travailler avec moi à cause de plein de raisons. Les gens sont rancuniers. Le milieu de l'humour est extrêmement susceptible, mais incroyable. Moi, j'ai fait des blagues sur bien des gens. Des chanteurs, des politiciens, name it. Mais les seuls que j'ai eu des problèmes, c'est les humoristes et Richard Martineau puis Sophie Durocher. Fait que vous êtes dans le même batch, gang. Non, mais très susceptible, très... Puis, tu sais, des fois, c'était des blagues là, pas très méchantes. Là. Des fois, c'est des trucs, là, des clins d'œil. Là, ben, on le voit. Dès qu'une personne dit hey, « en passant, tel humoriste, il devrait pas dire ça », on est 45 à faire « Non, il peut le dire! » Puis c'est ça la société, tu peux dire ce que tu veux. Puis des fois, juste quelqu'un a mentionné que t'es un peu nul, c'est pas grave. Si tu prends la parole, je peux comprendre des gens qui disent « Ben là, c'est ennuyant ce que tu viens de dire. » là. Ouais, mais tu sais, il y a ça aussi, que c'est un petit milieu, hein. On se connaît tous. C'est bizarre, c'est ironique. Moi, c'est ce que j'adore dans notre milieu, c'est qu'on est minuscule, puis c'est très facile à intégrer, puis je trouve qu'il y a une communauté. Ouais. Mais ça m'a fait de la peine de moi, là.
que quand toi, t'as eu un problème, on a fait non, on peut rien faire. C'est grave ce qu'il a fait, là. Il a dit qu'une pub, c'est pas correct. Ouais, mais en même temps, comme je te dis, c'est un petit milieu, on se connaît tous, puis il y en a beaucoup qui font de la pub, fait qu'ils s'associent à ça. Comme, hey, si tape sur lui, vas-tu taper sur moi? Puis ils le prennent aussi comme, c'est lui qui nous rejette. Il rejette notre milieu, fait qu'on va le rejeter nous aussi. Mais quand moi, ma vision des choses, je veux dire, moi, j'ai tellement un respect énorme pour cet art-là. Je trouve tellement que c'est quelque chose de puissant, puis c'est quelque chose qu'il faut être quand même responsable de ce qu'on fait aussi. Moi, je respecte cet art-là des fois plus que l'industrie le respecte. Là. Fait que je suis un peu aussi intransigeant, puis je suis un peu rigide là-dedans. Mais c'est toujours fait par amour. C'est bizarre à dire, là, mais comme même les affaires qui ont eu l'air le plus haineux, c'est fait par amour. Puis je dis pas que il peut y avoir des maladresses aussi. Là. Des fois, je vais trop loin, puis des fois, il y a des trucs que je regrette. Moi, je suis parfait. Mais tout ce que je dis, c'est pas sujet à débat. Puis t'as jamais prétendu ça. Mais ouais, mais je pense qu'on peut critiquer cet art-là par amour, et on peut aussi intégrer tous les codes de cet art-là par mépris pour cet art-là. Tu peux faire bien les affaires en méprisant cet art-là. Tu peux dire oui à tout, puis finalement, tu dénigres cet art-là. Tu rabaisses tout le monde à une espèce de niveau, un nivellement vers le bas. Fait que c'est pas tout blanc ou tout noir. Là, les perceptions qu'on a des gens sont pas toujours les bonnes. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé fou dans tout ça, c'est qu'en même temps, on protégeait des gens comme Éric Salvaille ou Gilbert Rozon. Ouais. Des réels crimes. Là. Dans le code criminel, tu peux pas faire ça. Tu te dis, avant ça, la pub, c'est pas bien la pub. Non, là, faut faire attention. Wow! mais tu dis ça, mais j'en ai parlé récemment à une journaliste à la presse, mais finalement, elle n'a pas publié ça, mais on parlait de ça justement, comme, bon, on dit qu'on a protégé Éric Salvaille, Gilbert Rozon. Moi, j'en savais pas tant que ça, là, mais je savais les petites affaires, les petites bribes, mais j'avais entendu des trucs, mais je savais pas à quel point, puis quand j'ai su à quel point, j'étais comme, oh shit, là, faut faire de quoi, oui, mais toi, c'est différent parce que tu faisais pas de télé de variété. Non, c'est ça. Quiconque a fait un petit peu de variété s'est fait toucher par Éric. C'était une caricature. Là. Ouais, mais tu sais, puis moi, j'avais raconté ça sur mon Facebook quand c'est arrivé. Tu sais, moi, j'avais fait l'émission d'Éric Salvaille, puis tout le long, il faisait des jokes sur mon pénis, puis tout ça, que j'avais un gros pénis, puis ça, puis j'étais comme... C'est malaisant, c'est une espèce d'agression verbale gossante. Là. Moi, ça m'a pas traumatisé, là, mais je travaillais pas avec tous les jours non plus. Là. S'il m'avait fait ce joke-là tous les jours, je pense que je l'aurais punché à un moment donné. ou je l'aurais pas punché puis je me serais senti coupable de pas le puncher. Il y a tout ça. Là. Mais bref, je savais pas grand-chose, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait ça, c'est des crimes. Là. Oui. Ça, c'est vraiment... c'est grave, c'est inacceptable. Mais il y a d'autres gens aussi dans le milieu qui font pas nécessairement des crimes, mais qui sont dans l'intimidation, dans l'abus, dans la manipulation, dans le contrôle, dans la domination. C'est drôle parce que j'ai tout fait ça. C'est déconne, là, mais je dois l'avouer. Là, à petite ou grande ou moyenne échelle, j'ai tout fait ça. Ouais, mais t'avais pas assez de pouvoir pour que ça ait vraiment un impact. Heureusement. T'as essayé de faire ça. J'ai essayé. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça, des fois, c'est tout aussi grave. Oui. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement commis de crime, mais leur manière de traiter les individus dans ce milieu-là peuvent être répréhensibles, nocives. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça pour dire que c'est un milieu spécial, c'est un milieu particulier. Ouais. Sur ça, merci beaucoup d'être venu. Plaisir, Thomas, c'est bien le fun. Superbe. Merci. C'est bien fin.